On pensait tout de suite faire un gros CA et une grosse rentabilité. Et là, on fait des chiffres la première année catastrophiques. On tournait à 2 000 € par semaine. En tant que chef d'entreprise, il faut que tu aies des ambitions et une vision qui soient claires. Quels sont les objectifs? Quelle est la vision de l'entreprise? Où c'est qu'on doit aller et comment on doit y aller? Si tu n'es pas focus dans ton business, à toujours essayer de l'optimiser et que tu penses qu'à un moment donné, parce que tu fais un certain chiffre d'affaires ou une certaine rentabilité, ça y est, c'est parti, tu es riche et puis tu n'as plus besoin de rien faire, je pense justement c'est là où tu te plantes. Penser qu'on peut le faire solo ou penser qu'on peut le faire en prenant des profils qui sont pas excellents, ça fonctionnera pas. Ce qui est hyper important, c'est de connaître ses talents et les choses où tu n'es pas forcément talentueux, de les déléguer à des super personnes. C'est comme ça en fait que tu peux construire une réussite. Moi, j'ai fait 2 choses cette année qui sont un peu dingues. Salut Florent. Salut Alec. Comment tu vas? Très bien, merci. Toi Avec aussi? plaisir, ouais, en pleine forme. Très content de t'avoir ici sur Pareil, le plaisir plateau. partagé. On va pouvoir faire un superbe épisode aujourd'hui. Je t'en parlais en off. On accueille de plus en plus de gens sur le déclic dans le domaine de la franchise. Ouais. On va pouvoir en parler en détail. C'est un monde et un domaine très riche, fascinant, que tu connais bien Je également. commence à le connaître. Exactement. On va voir tout ça. On va revenir sur ton parcours également. Donc, je vais te présenter rapidement. À la base, tu es sans diplôme ni soutien particulier financier. Tu t'es lancé dans le domaine de la pizza à l'âge de 19 ans. Tu es aujourd'hui à la tête d'une franchise de pizzeria qui grandit d'ailleurs à vitesse grand V, Pizza Così. C'est plus de 70 pizzerias en France, plus de 80 d'ici la fin d'année. Tu vises les 100 magasins d'ici 2025. Le groupe rassemble 750 personnes et est en train de dépasser les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. À seulement 34 ans, c'est une très belle performance. Mais cela ne suffit pas à l'entrepreneur que tu es. Avec le groupe que tu as fondé, baptisé notamment Le Grand Feu, tu vises encore plus haut désormais. Il y a plein de choses que tu mets en place au quotidien. Mais avant ça, revenons sur ton histoire, revenons sur ton parcours. Tu te lances dans la pizza et pourtant, rien ne te prédestinait à ça. Tu n'as pas forcément de lien particulier avec l'Italie. Tu es stéphanois de Saint-Étienne près de Lyon. Tu as malheureusement, tragiquement, perdu ton papa dans un accident de la route à l'âge de 8 ans. Tu as donc été élevé par ta maman, qui était coiffeuse, heureusement très épaulée également par tes grands-parents. Est-ce que c'est eux qui t'ont donné le goût des bonnes choses à ce moment-là? Exactement. J'ai été élevé avec mes grands-parents à partir de 8 ans. Et mes grands-parents, ils avaient une passion dans leur vie. C'était pas les grosses maisons, les grosses voitures, c'était les très bons restaurants. Et du coup, chaque année, je faisais 1, 2 restaurants étoilés, un peu de partout en France. Et ça m'a fait découvrir cette gastronomie, ça m'a fait découvrir ce bon produit, cette rigueur qu'il y avait dans ces établissements. Et j'ai commencé en fait à adorer tout ce qui tournait autour de la bonne bouffe, quoi. À partir de ce moment-là, tu tombes amoureux de cet univers. Ouais, alors pas forcément amoureux de la restauration et de l'univers de la gastronomie. Je voulais pas forcément devenir restaurateur, je voulais pas forcément avoir un restaurant gastronomique. Mais en fait, je trouve que la gastronomie, ça apprend plein de codes. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaye d'inculquer à ma fille. Je lui en ai fait faire un à ses 5 ans, un à ses 6 ans. Et puis là, on va y retourner. Il y a de la rigueur, on travaille des très bons produits, il y a de la sincérité vis-à-vis des clients. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de choses fondamentalement qui, moi, me touchent, m'impactent. Et je trouve que c'est important. Voilà. Ensuite, il y a un premier moment fort et déclic peut-être. Ta maman refait sa vie et ton beau-père tient une pizzeria avec son frère. Exact. À 14 ans, tu commences à leur donner un coup de main. On le voit justement juste ici. Ouais, c'est ça. Les week-ends, pendant les vacances scolaires, tu apprends donc à faire tes premières pizzas. Tu te prends de passion pour tout ce monde-là, tout cet univers. Mais tu te dis que ça pourrait être beaucoup mieux. Exact, j'y vais tous les week-ends. Alors, au début, mais c'était même les vacances, quand j'avais 14, 15, 16, 17. Et à 17 ans, j'arrête l'école. Et je vais travailler dans la pizzeria de mon oncle et de mon beau-père tous les week-ends. Mais en fait, c'était à 1h30 de chez moi. Okay. Et quand tu as 17 ans, 18 ans, et que les week-ends, tu n'es pas avec tes potes, c'était un peu lourd. Donc, j'ai fait ça de 17 ans à 20 ans. J'ai vu plein de choses. Et puis, j'étais convaincu en fait que ce qu'ils faisaient, c'était bien, mais on pouvait faire mieux. Et c'est là où j'ai rallié l'histoire avec la gastronomie un peu. C'est qu'il y a 15 ans, même
presque 20, tu avais les Américains qui faisaient un super delivery sur la pizza. Ça veut dire qu'ils faisaient, en termes d'emporter et de livraison, ils étaient très bons. Et après, tu avais les anciens, les Italiens, qui avaient les restaurants où on allait quand on était gamin avec nos parents. Mais en fait, tu n'avais pas le combo des deux de je peux manger une très bonne pizza en mode fast-food. Et moi, mon oncle et mon beau-père, ils avaient un peu ce genre de magasin, mais ils n'avaient pas poussé tous les curseurs. Et c'est là où je me suis dit, bah, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, en plus de ça, bah, le côté commerçant, ça me passionnait, parce que ma mère, elle était coiffeuse. Mon beau-père, il avait un bureau de tabac et avec son frère, ils avaient une pizzeria. Donc, en fait, je tournais, je baignais un peu dans le monde du commerce. Je ne veux pas dire que j'étais nul à l'école, mais ça ne me passionnait pas plus que ça. Et donc, bon, j'avais d'un côté, j'aimais les bons produits. De l'autre côté, j'étais dans un commerce. J'aimais pas trop l'école et il a fallu que je trouve ma voie, quoi. Et cet esprit justement d'identifier une problématique, de faire les liens, de connecter les points, d'essayer de trouver comment résoudre ce problème, c'est purement et simplement aussi un état d'esprit d'entrepreneur. Ouais. Cet état d'esprit, tu l'as toujours eu ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a développé cette âme d'entrepreneur que tu as en toi? Alors moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a un mec qui m'a passionné quand j'étais petit. Tous mes potes, ils regardaient Zidane à la télé. Moi, il y en avait un que j'ai vu à Capital une fois, deux fois, trois fois. Il s'appelle Hakim Ben Othman et c'est le mec qui a développé Nabab Kebab. Et moi, je me souviens, en fait, si tu veux, en parallèle de travailler dans la pizzeria de mon oncle, je voyais ce jeune qui avait 17-18 ans et qui a standardisé un peu le kebab et qui développait son enseigne. Et je me suis dit, putain, j'aime les bons produits et je peux faire une super pizza. Je peux ouvrir un magasin et avec peu d'argent, une petite pizzeria, en faisant un peu tout soi-même, on pourra réussir à l'ouvrir. Et ouais, là, je me suis dit, en fait, je tiens un truc, on peut essayer de monter ce modèle. Ah, c'est drôle que tu cites Hakim, d'ailleurs, on l'a reçu aussi sur le Ah ouais? Déclic. Du coup, effectivement, on voit bien ceux qui n'ont pas écouté l'épisode avec Hakim, je vous invite également à le faire après cet épisode. Donc, raconte-nous le démarrage, le départ. Tu identifies qu'il y a cette problématique, c'est-à-dire on n'a pas de solution où on peut avoir une pizza de qualité, goûtue, presque gastronomique ou en tout cas recherchée. Très qualitative. Très Dans le qualitative produit, dans le mais produit. aussi dans tout ce qui tourne autour d'un bon commerçant. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que je continue à m'efforcer à expliquer à mes franchisés, à ceux qui veulent nous rejoindre. On n'a pas réinventé la roue, en fait. Mais on s'est dit qu'on allait coupler un très bon produit, ce qu'il n'y avait pas vraiment il y a 10 ans dans le domaine de la pizza, à part les anciens Italiens, avec un super service, que ça soit à emporter, à livrer et maintenant sur place, et dans un très bel emplacement. En fait, le combo d'un magasin, c'est un magasin bien placé, un bon produit, un bon service, un magasin ouvert en temps et en heure. Et une fois que tu alignes tout ça, bah, les clients, en fait, ils peuvent être que satisfaits. Et on était dans une génération où les gens en avaient marre un peu de manger des produits pas forcément très qualitatifs. L'idée, c'était de conserver notre ADN. La pizza, ça reste un produit qui est populaire, c'est transgénérationnel. Donc, je voulais pas en faire un produit gastro à 20 balles, 30 balles. C'était d'avoir un vrai prix, un prix juste, mais par contre avec des très bons produits. Et quand je dis très bons produits, c'est que je ne vais pas mettre des oignons surgelés, mais je vais acheter des oignons frais, je vais les cuisiner et je vais faire ça pour tous les légumes et pour toutes les viandes. Et en fait, j'ai essayé de pousser tous les process pour avoir vraiment un très bon produit à un prix juste dans un super shop. On y reviendra justement sur les différents enjeux Ouais. liés à ça, parce que quand tu vas chercher plus de qualité, bah, il y a plein d'enjeux auxquels il faut répondre. Avant ça, du coup, tu prends la décision de quitter le lycée, sauf erreur. Exact. Ce n'est pas une décision anodine pour la plupart des gens. Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu prends cette décision et que tu vas te lancer dans tes ambitions? Parce qu'en fait, à 17 ans, alors il faut savoir que j'ai redoublé ma 6e et ma seconde. Et je pense que j'avais les capacités de progresser et d'avoir mes diplômes. Mais en fait, j'aimais vraiment pas l'école. Je me sentais vraiment pas bien. Et ce que j'aimais, c'était faire du commerce, c'était aller chez mon oncle, c'était voir les gens qui rentrent dans le magasin, qui ressortent avec la banane parce qu'ils ont un super service, un bon produit, bref. Et à 17 ans, en fait, je me suis dit, ce que je veux, c'est surtout pas perdre de temps. Si je continue à faire comme plein de potes à moi, qui continuent à faire des études, mais sans vraiment savoir quelles études ils ont envie de faire, et tu suis parce qu'ils vont tous faire GEA, bah, tu pars faire GEA. Non, moi, je me suis dit, à 17 ans, en fait, j'arrête. Et puis, mon beau-père, il a un bureau de tabac, bah, est-ce qu'il peut m'embaucher? Il me dit, oui, j'ai besoin d'un 20 heures.
Ok. Et mon oncle, dans ta pizzeria, est-ce que tu peux m'embaucher? Bah, le week-end, j'ai besoin d'un 15 heures. Ok, ça fait 35 heures. Je vais voir le proviseur, je dis, est-ce que je peux partir? Il me dit, si tu m'amènes une lettre de démission et tous tes bouquins, tu démissionnes et tu pars. Le lendemain, j'ai posé tous mes bouquins, la lettre de démission et je suis parti. Et donc, à 17 ans, en fait, bah, je suis parti du lycée et tout de suite, bah, mon beau-père, il m'a embauché dans son bureau de tabac. Ok. À ce moment-là, comment ça se passe? Directement, tu te lances? Quelles sont les étapes? Donc là, de 17 ans à 20 ans, je travaille dans le bureau de tabac. Ouais. Déjà, j'ai pas d'argent, donc il faut que je me construise un petit patrimoine. Donc, je travaille toute la semaine dans le bureau de tabac, tous les week-ends dans la pizzeria. Euh, je fais un peu des extras à droite, à gauche. Et puis, je me dis que je consolide un patrimoine. Et dès que je peux, dès que je trouve ce que je veux faire, parce qu'à cette époque, je savais que je voulais être commerçant, mais je savais pas vraiment dans quoi. Puis j'étais dans un bureau de tabac, tu as plein de bouquins sur des trucs d'entrepreneurs, donc je lisais. Et David, mon associé, qui est toujours mon associé, il venait manger tous les midis en fait dans ce bureau de tabac. Il était électricien, mais il faisait des chantiers à Saint-Étienne. Et il était employé. Et il venait manger tous les midis. Et tous les midis, on se grattait la tête à se dire, putain, il va falloir qu'on fasse un truc, il va falloir qu'on fasse un truc. Et la petite histoire que je raconte souvent, c'est que dans les bureaux de tabac, tu as toujours un endroit où il y a des gens qui mettent des annonces. Et là, il y a un mec qui vient me poser une annonce. Je sais pas si tu te souviens, c'est des annonces où tu tires les numéros de téléphone. Et il me dit, entre la pharmacie et la caisse d'épargne, le bureau de tabac était autour d'une place. Il y avait un terrain de 100 mètres carrés. Et il me dit, je vends ce terrain 100 mètres carrés, 9 000 euros. Si tu connais quelqu'un, je pose l'annonce et puis parle-en. Moi, je passais à peu près 600 clients par jour. Et là, mon associé Dave, il vient manger du temps de midi. Je lui dis, attends, le terrain, il coûte 9 000 balles. Si tu vends ta petite Golf et ta Kawasaki, t'as combien? Il me dit, j'ai 15 000. Je lui dis, moi, ma 207, on a 30 000. Vas-y, avec 30 000, on chauffe et on monte un magasin. Et donc, en fait, c'est parti de là. Lui, il a démissionné. Il est parti avec moi. Je l'ai emmené dans la pizzeria de mon oncle. Je lui ai dit, pars en vacances pendant 1 mois. Je vais bosser avec Dave. Je vais tout lui apprendre, qu'il sache vraiment faire de la pizza. Et puis après, on a monté notre magasin avec ces 30 000 euros. On a fait un petit crédit pour les murs, mais c'est pas aller chercher loin. Tout fini, le projet nous a coûté 100 000 euros entre les murs et le fond. Et qu'est-ce qui fait que vous avez choisi spécifiquement le monde de la pizza? Parce qu'à un moment donné, tu étais en train de réfléchir avec David, justement. Vous posiez plein de questions, vous cherchiez une idée. Et puis d'un coup, tu trouves cette opportunité, tu trouves C'est ça. En fait, on essayait de regarder plein de types de commerce, mais ce type de commerce, c'était... j'avais le savoir-faire. Je savais que je pouvais carrément l'améliorer par rapport à ce qu'il y avait sur le marché. Dans le quartier où il y avait ce bureau de tabac et le terrain, il n'y avait rien de qualitatif sur ce domaine. Donc en fait, c'était un peu un combo de se dire on a un savoir-faire, on a un emplacement. Ce métier, si on monte un petit magasin, on bricole tout, on fait tout nous-mêmes, ça ne va pas nous coûter trop cher. Je sais faire les pizzas. Toi, Dave, tu as le permis, tu feras les livraisons. Et puis, au pire, on alternera pour que tu apprennes encore plus le métier. Et donc, en fait, ça s'est fait comme ça. Mais je le dis souvent, j'aurais pu faire carreleur, j'en suis sûr que j'aurais fait les choses bien. En fait, c'est juste que quand je fais quelque chose, j'aime le faire à fond. Là, c'est tombé dans la pizza. J'étais passionné de la gastronomie. Mon beau-père, il avait une petite pizzeria. Tu verrais, c'était la photo qu'il y avait tout à l'heure. C'était 18 mètres carrés, on travaillait à 2 dedans. C'était sous des arcades dans l'Isère. C'était incroyable, cette pizzeria. Mais c'était la bonne école. Et justement, tu le disais tout à l'heure, tu prenais les magazines dans le bureau de tabac, d'entrepreneuriat, tu lisais tout ça. C'est pas anodin d'être passionné d'entrepreneuriat ou de vouloir entreprendre. À quel moment tu as su que tu voulais vraiment devenir un jour ton propre patron et quelles étaient tes motivations? J'ai envie de te dire que, vu que j'ai grandi avec de la famille qui était commerçant, pour moi, c'était une évidence d'être commerçant. J'ai jamais pensé à faire des études sup et à être employé de façon standard. Donc, j'en sais rien. Ma mère, elle était coiffeuse. Mon beau-père, il avait un bureau de tabac et une pizzeria. J'avais envie d'être commerçant. Et après, c'est juste que quand je me suis dit, OK, tu vas te mettre à ton compte, tu vas juste essayer d'être la meilleure version de toi-même dans ce que tu fais. J'aime bien, quand je fais quelque chose, le faire à fond. Et donc, je me suis juste un peu posé les bonnes questions sur quel était le marché, qu'est-ce qu'il y avait besoin et comment on allait pouvoir se différencier. Qu'est-ce qui allait faire, en fait, que notre business, il allait cranter, on allait avoir des clients satisfaits, contents, heureux.
des employés aussi qui ont envie de nous suivre, parce que c'est pas le tout d'écrire une histoire, mais il faut que les gens aient envie de te suivre sur cette histoire. Donc, comment on met tout ça en place? Et puis voilà, après, tu sais, à 20 ans, je me posais sûrement moins de questions aussi que maintenant. Ouais, c'est clair. Ah Et quand tu dis ça s'est fait dans la pizza, mais ça aura pu se faire dans le carrelage, ouais. qu'est-ce que tu veux dire exactement? Qu'est-ce qui fait ce truc de tu te donnes à fond, quel que soit le domaine? Bah, parce qu'en fait, je pense que je suis rapidement passionné par le sujet que je fais. Ok. En parallèle de la pizza, on fait de l'immobilier. Eh ben, c'est un truc qui me passionne. Et on essaye de comprendre pourquoi les apparts, pourquoi les locaux commerciaux, pourquoi cette durée de crédit, pourquoi de la construction. Et on essaye toujours d'avancer pour trouver la meilleure solution, la meilleure rentabilité, le meilleur process pour qu'en fait ça fonctionne vraiment bien. Et c'est pour ça que je dis j'aurais fait du carrelage parce que ça aurait pu être quelque chose aussi qui m'aurait passionné. Et si j'aurais fait du carrelage, j'aurais pas voulu me contenter à être carreleur, mais j'aurais voulu monter une structure, avoir une vraie valeur ajoutée, une vraie différenciation sur peut-être des types de poses, sur des types de coupes, sur des produits qui soient différents. Mais bah, c'est mon truc, j'aime bien aller en fait vraiment plus loin au bout du bout du bout, quoi. Hmm. Du coup, en 2010, le premier Pizza Cosy voit le jour. Donc, C'est ton ça. associé en livraison, toi à la pizza. Exact. On vous voit justement Bah, voilà. ici devant. Bah, c'est ce fameux local qu'on a fait construire, 90-95 mètres carrés, sur une place autour de Saint-Étienne. Un quartier en périphérie de Saint-Étienne je sais pas, 5-7 000 habitants. Et du coup, vous débarquez dans un créneau qui est quand même assez déjà occupé. Comment est-ce que vous faites la différence à ce moment-là? Bah vraiment, en fait, c'est de se dire, on va proposer le bon combo entre ceux qui sont très bons en livraison et en emporté, mais qui n'ont pas un bon produit, et ceux qui sont très bons dans le produit, mais qui n'ont pas un bon service de distribution et de livraison. On va essayer de croiser les deux et d'offrir un super produit avec une superbe distribution. Hmm. Et c'est ce qui a fait que ça a commencé à bien se passer. Et après, tout est relatif. C'est que pour nous, ça se passait bien, mais les chiffres qu'on faisait au tout début, c'était vraiment très petit par rapport à ce qu'on arrive à faire maintenant. Tu peux nous en dire plus justement sur ce démarrage, ce commencement, comment le marché accueille la chose, c'est quoi les premiers résultats? Est-ce que tout de suite ça prend? Ben, ça prend pas enfin, ça prend tout de suite. On commence à ouvrir, on fait des belles semaines. J'ouvrirai un magasin avec les chiffres que je faisais au début, ça serait catastrophique parce que j'ai plus les mêmes capex, parce qu'on n'a plus les mêmes ambitions. Mais c'était bien. On faisait des semaines, je crois qu'on faisait 3 000 € hors taxe. Donc en fait, on a fait 150 000 € la première année. Mais pour nous, c'était super bien. On était deux jeunes, on avait tous les deux 20 ans. On avait besoin de personne, si ce n'est d'un livreur, au pire, qui venait 2-3 heures le vendredi et le samedi soir. Donc nous, ça nous allait et les clients étaient satisfaits. Donc c'était bien. Et pendant les 3 premières années, jusqu'à l'ouverture du second, en fait, l'idée, c'était de travailler sur des process pour que la pizza soit toujours plus qualitative. J'ai vraiment commencé avec ce que mon oncle m'avait appris. Et après, je me suis dit comment je peux faire évoluer ce produit, comment je peux faire évoluer ce process. L'idée, c'était d'avoir un meilleur produit, de produire de plus en plus vite et d'avoir toujours, en fait, si tu veux, un très bon prix physique pour les clients, mais de l'autre côté, la meilleure marge pour l'entreprise pour qu'en fait, on arrive à se constituer un EBE à la fin de l'année qui nous permette demain de faire un agrandissement, d'acheter du nouveau matériel, de se positionner sur un second emplacement, de développer en fait la société. Donc l'enjeu, c'était ça. Ouais, comment au début vous allez faire pour prendre les bonnes décisions? Parce que lorsque tu veux améliorer constamment ton produit, bah, les coûts augmentent par Oui. la qualité des produits, etc. Mais en même temps, tu veux maximiser la marge, donc diminuer les coûts ou autre, parce que tu ne peux pas non plus augmenter drastiquement le prix de ton produit. C'est ça. Donc il y a des compromis qui doivent être faits. Comment tu fais pour trouver les bonnes solutions, faire les bons compromis, trouver les bons fournisseurs, alors que c'est un métier qui est complètement nouveau pour toi, également pour ton associé aussi. C'est ça. C'est tous les jours peut-être de nouveaux apprentissages, peut-être des erreurs, je ne sais pas. Ouais, bah après, des erreurs, on en a fait plein, mais on essayait toujours de se dire comment on peut faire un super produit Ouais. et que nous, ça nous coûte le moins cher possible, en fait. L'idée, c'était d'avoir le meilleur produit au meilleur prix. Si je prends un exemple hyper concret, tu achètes des poivrons en antipasti chez un distributeur, ils sont déjà cuisinés, les mecs ils te mettent 3 tonnes d'huile, enfin, tu vois, il y a plein de trucs à l'intérieur, alors qu'en fait, si toi tu prends ton poivron et que tu le cuisines toi-même, en fait, il est meilleur
et il t'a coûté le prix d'un poivron cru. Donc, il t'a coûté 10 fois moins cher. Et donc, j'ai commencé à mettre des process comme ça où je commençais dans le magasin à cuisiner mes ingrédients pour qu'en fait, il y ait une vraie valeur ajoutée une fois qu'ils soient cuisinés, qu'ils soient très très bons, mais que j'ai pas le prix comme si je les achetais déjà tout prêt. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a développé après, je t'expliquerai, mais c'est pour ça qu'on a mis pas mal de choses en place pour nos franchisés. Mais au début, en fait, on le faisait nous-mêmes dans les magasins. Le faire nous-mêmes dans les magasins, c'est bien au début, parce que c'est toi qui le fais, tu as un super prix. Plus tu dupliques les magasins, moins tu as d'uniformité, parce que tu peux bien donner la même recette à 3 personnes, il y en a un qui te le fera trop cuire, un qui ne mettra pas assez de sel, et tu n'auras jamais le même produit. Et la réussite d'une franchise, c'est l'uniformité. Donc après, on a changé pas mal de choses. Et justement, donc, les 3 premières années, vous êtes avec ce magasin qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Ensuite, vous ouvrez le 2e magasin. Oui. Là, comment ça se passe? Parce que déjà là, il va falloir peut-être recruter. Vous ne pouvez pas vous dupliquer. Tu ne peux pas être dans 2 cuisines à la fois. C'est ça. Au départ, le recrutement, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Comment ça se passe? Ouais, on avait 23 ans, donc le recrutement, c'est clair que c'était nouveau. Après, on avait vraiment des petits contrats. C'était des contrats de 3, 4, 5 heures. Les mecs, ils venaient juste faire de la livraison le soir. Mais vu qu'on ne faisait pas encore des trop gros chiffres, on n'avait pas des grosses équipes dans le magasin. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un mec qui avait 14 magasins autour de Saint-Étienne. Nous, on rêvait sur lui. Et son fils, il a repris l'enseigne. Et en fait, leur premier magasin, avec quoi ils ont lancé toute leur histoire, ils ont eu un peu la folie de grandeur et ils se sont mis à 500 mètres. Ils ont ouvert un truc hyper gros et ils ont mis à vendre leur premier emplacement avec qui ils étaient partis de là, quoi. Et nous, on l'appelle, on se dit, mais attends, si on monte une pizzeria en frontale en face de lui, il va jamais vouloir. Mais on le tente. On appelle, on tombe sur le fils, on lui dit qu'on veut monter un genre de pizzeria avec des baby-foot, on lui raconte un peu n'importe quoi. Et le mec, il dit, ouais, pas de souci, peur de rien, prenez-le, ça va rien me faire, quoi. Et donc, on monte ce 2e magasin à 5 minutes du premier. Et là, par exemple, c'est un échec au départ. C'est qu'on pensait faire un peu le chiffre que lui faisait, donc on pensait tout de suite faire un gros CA et une grosse rentabilité. Et là, on fait des chiffres la première année catastrophiques. Et là, on tournait à 2 000 € par semaine. Donc, on se dit, en fait, on était passé d'un investissement au début de 30 000 sur le premier magasin à 65 ou 70 000 sur le deuxième. On fait moins de chiffres que le premier. Mon associé, il était là-bas. Des fois, le midi, il en faisait 3, 4, 5. Il me dit, je tourne en rond, je fais rien. C'est catastrophique. Et puis, tu lâches pas, t'attends, tu continues, tu dis, tiens bon, on va y arriver, on va mettre des choses en place. C'était l'époque du départ de Facebook un peu. En 2013, on commençait à avoir pas mal de publications. Et là, j'ai rencontré un pote à moi qui était à l'école, qui avait fait HEC Montréal, qui avait travaillé chez Groupon. Et il me dit, je vais monter ma petite société, si tu veux, je te prends tes réseaux sociaux. Et donc là, en fait, il me fait des petites maquettes de pub, il commence à me gérer les réseaux sociaux. Et les 2 magasins, ils commencent à monter un peu en termes de chiffre d'affaires parce qu'on commençait à prendre un peu de la notoriété. Donc là, ça commençait à se passer de mesure en mieux. Et au 3e, tout a changé. Justement, le 3e, c'est en 2016, Ouais. C'est ça? Qu'est-ce qui fait que tout change? En fait, ce qui fait que tout change, c'est qu'on est sur la 5e année, c'est le 3e magasin, on a consolidé pas mal de trésorerie. Et on peut se permettre d'avoir, en périphérie de Saint-Étienne, dans une zone où il y a un vrai pouvoir d'achat, un superbe emplacement. Plus qu'un superbe emplacement, on peut se payer un décorateur pour réaliser la déco intérieure du shop. Et plus que ça, c'est que je peux me payer des formations via un champion du monde à Toulouse qui m'apprend comment avoir un super empattement pour avoir une super pâte à pizza. Comment on cuisine encore plus les ingrédients pour que ça soit vraiment très très bon, quels ingrédients on met sur la pizza comme de la fior di latte qui vient de Naples et tout. Et donc en fait j'arrive sur ce 3e magasin avec un produit encore plus abouti, un magasin hyper bien décoré, un super emplacement, et j'avais mon petit gars de la com qui m'avait qui m'avait tout orchestré, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la pub et tout. Et là on ouvre ce magasin, on cartonne direct, et ce qui est ouf, c'est que les 2 premiers magasins, ils sont remontés au niveau du 3e. Donc, en fait, tu veux, à Saint-Étienne, on a installé une notoriété à partir du 3e, où là, on a eu tout de suite 3 magasins avec des bons chiffres d'affaires. Tous les ingrédients étaient réunis pour exploser. Presque. C'était, du moins, un vrai démarrage où là, on s'est dit, on commence à avoir de plus en plus de choses. Les gens comprennent, parce que des fois, toi, tu as le sentiment que ce que tu fais,
c'est super bien, mais en fait, peut-être que si toi tu me regardes, tu n'arrives pas vraiment à comprendre ce que moi je fais. Et là, on était vraiment en train de mettre en lumière notre proposition de valeur. Ouais. Et donc, à ce moment-là, sur ce 3e magasin, là, ouais, on a vu les chiffres d'affaires qui montaient sur les 3. On s'est dit, on est sur le bon trend. Même si il a fallu encore prendre des virages à 180, parce que le monde évolue, la food évolue, et il faut toujours se réaxer. Mais on commençait à avoir un modèle qui commençait à être solide au 3e magasin. Complètement. Et c'est hyper intéressant ce que tu évoques ici, parce que c'est l'exemple concret qu'on peut réussir du jour au lendemain, après 5 ans, 10 ans parfois de travail acharné, parce qu'il a fallu tenir pendant ces 5 années où ça peut être parfois un petit peu compliqué, comme tu l'évoquais. Et c'est à partir de ce moment-là que justement ça décolle. En 2017, il y a un deuxième gros déclic. Tu passes encore un cap en créant ta franchise. Ouais. Pourquoi est-ce que justement vous vous basez sur le modèle de la franchise spécifiquement? Qu'est-ce qui vous motive à l'idée de faire des franchises plutôt que de continuer à développer par exemple des filiales comme c'était le cas pour les premiers? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la franchise, c'est plus simple d'accélérer en franchise que d'accélérer en succursale. Ouais. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en franchise, c'est pas toi qui investis, c'est des franchisés qui investissent. Si moi, je veux monter 15 magasins par an au départ et que je dois mettre 70 000 euros d'apport, je laisse faire le calcul, c'est impossible, je les ai pas. Et donc, on se dit que si on monte le modèle en franchise, on peut en fait donner la possibilité à des gens de monter une pizzeria, de monter le même modèle que nous, sans que nous, on investisse de trop. Et puis, comme je te dis, j'avais vu Nabab Kebab. J'avais un pote à nous qui nous avait rejoint à ce moment-là, qui lui aussi était franchisé dans un réseau Nature House. Et du coup, il a intégré notre société quelques années et il avait ce rôle un peu de commercial. Moi, j'étais très produit. David, mon associé, était très dans l'organisation. Et en fait, on s'est dit, on a le super combo parce qu'on a un magasin qui marche, les investissements sont raisonnables, on est sur un marché où je pense qu'il y a de la place. Et pour la petite histoire, comment c'est vraiment construit le premier franchisé, c'est vraiment une anecdote et je vais te la raconter. C'est que quand j'ai démarré de 20 à 25 ans, quand tu fais de la pizza et quand tu es jeune, tu fais des erreurs. Et donc, moi, je ne prenais pas la carte bleue. Et quand tu commences à avoir de la notoriété, ce qui se passe, c'est qu'un peu les gens te regardent. Et donc là, je prends un contrôle fiscal. Je prends un contrôle fiscal et je prends une belle amende. Ça a été bien parce qu'en fait, ça m'a remis d'aplomb et ils m'ont demandé mettez des caisses dans vos points de vente parce que vu que je prenais pas la carte bleue, en fait, j'avais des petites caisses en fer. Je fonctionnais un peu comme j'avais vu avant chez mon oncle. Et le mec qui vient me vendre des caisses, il repart avec un contrat de franchise. Et donc, ça a été mon premier franchisé à Clermont. Ça a été mon 6e ou 7e magasin. Moi, j'ai monté un magasin en périphérie de Saint-Étienne, 2 même. Et puis lui, il est arrivé, donc c'était le 6e magasin. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu mon premier franchise. Donc, on avait la volonté. On avait des potes à nous, de la famille qui disaient « Putain, ça serait intéressant, j'aimerais bien monter un magasin comme toi ». Et puis, ce franchisé, ce monsieur qui est arrivé, il a voulu nous vendre des caisses, il est reparti avec un contrat de franchise. Malgré tout, on a équipé tous les magasins de caisses automatiques également. Et puis, c'est parti de là. Et justement, lorsque vous prenez la décision de passer en modèle franchise, vous ne foncez pas tête baissée, vous vous entourez, vous réfléchissez, vous mettez en place une stratégie également. Ouais. Comment on fait pour construire une franchise de zéro, surtout quand c'est la première fois qu'on ne connaît pas ce monde-là? S'il y a quelques étapes que tu pourrais… Ouais, alors comme on disait tout à l'heure, il y a des hauts et il y a des bas. Il faut savoir qu'avant de construire une franchise qualitative, j'ai fait des erreurs parce que quand je suis parti dans le domaine de la franchise, j'ai suivi ce fameux modèle Nature House qui, je ne sais plus s'il existe actuellement, mais en fait qui n'était pas un modèle, je pense, performant. Enfin, c'était un modèle performant pour eux, mais ce n'était pas le modèle que je devais adopter, moi, sur une franchise de pizzeria. Et en fait, je me suis un peu vautré parce que je voulais prendre le moins de redevances possible aux franchisés. Je voulais pas leur prendre des redevances, je voulais pas leur prendre un gros droit d'entrée. Mais par contre, en fait, j'allais vendre des produits et j'allais les vendre en fait trop cher. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu prennes de l'argent. Donc, si tu ne les prends pas dans les redevances, tu les prends dans les produits, tu vois. Et en fait, j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai signé les premiers contrats de franchise avec mon premier franchisé de Clermont. Et là, c'était 500 € par mois, 1% de redevance. Mais en fait, le modèle, il ne fonctionnait pas du tout. Et je me rappelle que je suis allé au salon de la franchise.
je rencontre un monsieur, David, qui était de la CCI, et je lui dis, je veux développer un concept en franchise, je veux devenir franchiseur, mais en fait, il faut juste qu'on m'apprenne le métier. Parce que c'est vrai que quand tu as une pizzeria, tu es un super commerçant, tu deviens un bon chef d'entreprise quand tu as plusieurs points de vente. Mais le monde de la franchise, c'est un monde de fou. Il y a plein de choses à savoir. Et ça regroupe, en plus, on pourra en parler, mais ça regroupe une multitude de métiers. Il y a une jurisprudence qui est énorme. Il y a plein de contrats juridiques, que ce soit réservation de zone, que ce soit documents précontractuels, que ce soit contrat de franchise. Enfin, il y a plein de choses à savoir. Et ça, en fait, il faut se faire conseiller. Et là, il me fait rencontrer un mec qui s'appelle Sylvain. Et il me dit, bah, lui, je pense que c'est un peu la personne qui peut te conseiller. Et d'ailleurs, moi, ça, c'est vraiment ce que je dis à tous, c'est qu'il faut tout le temps se faire conseiller, parce que c'est pas inné de tout savoir. Il faut s'entourer de gens meilleurs que soi. Il faut prendre des conseils chez des experts si vraiment on veut devenir bon en fait dans son métier. Ça, pour moi, c'est hyper important. Et quand j'ai rencontré ce monsieur et qui m'a appris ce que c'était la franchise et quel était le rôle gagnant-gagnant que je devais avoir en fait pour que mes franchisés s'y retrouvent, mais que moi aussi je m'y retrouve, quelles étaient mes missions, qu'est-ce que je devais faire, voilà, c'est tombé sous le sens. Et donc, je me suis dit, je vais ouvrir un peu avec le modèle qui m'explique, mais je vais tout approfondir, tout mettre en place pour que demain, en fait, j'ai des franchisés qui soient hyper heureux. Faut pas le prendre à la légère, un modèle de franchise. Il y en a beaucoup qui en ouvrent plein et puis, tu sais, ils vont aller chercher une revente à 2, 3, 4, 5 ans. Je critique pas. Mais ce qui est hyper important à savoir, c'est qu'un franchisé, pour la plupart, c'est des personnes qui ont mis pendant des années des économies de côté. Et quand ils viennent chez toi, ils te font 100% confiance. Et ils disent, j'ai mis 50 ou 80 000 euros pendant les 10 dernières années. J'en ai demandé à ma sœur, à ma tante, et je mets tout chez toi. Si tu veux pas que ces gens ils se retrouvent chez eux à se séparer de leur femme, avoir des problèmes financiers, tu es obligé en fait de leur amener un bon modèle. C'est hyper important que ton modèle il soit rentable, qu'il soit duplicable, qu'il soit structuré. Et si ça, on ne te l'a pas appris pour que tu fasses les choses de la meilleure des façons, bah en fait, tu te plantes, mais tu peux les faire planter. Et moi, ça, pour moi, c'est inconcevable. C'est que moi, ma réussite, elle passe par leur réussite. C'est quand je les vois réussir que je suis heureux. C'est pas j'ouvre plein de magasins, j'en monte 100, je prends un chèque, on a vendu la boîte X millions d'euros et je suis content. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de voir un franchisé qui a un point de vente, qui en a un deuxième, qui en a un troisième, qui arrive à prendre de la hauteur, qui arrive à changer. C'est l'ascenseur social que j'ai dans mon entreprise. J'ai Yanis, mon premier livreur. Alors d'aujourd'hui, il est franchisé. Ça fait 12 ans qu'il travaille pour nous. Il a un magasin qui cartonne, il est hyper heureux. Mais non, c'est un vrai chef d'entreprise. Najim, mon DAF, il était livreur chez moi. En parallèle, il faisait des études de comptabilité. Il me disait, je vais te rejoindre. Je lui ai dit, non, finis tes études, tu auras le temps de me rejoindre. Il a fini ses études. Il m'a rejoint, mais pas en pizzeria. Il m'a rejoint au bureau. Il est arrivé comptable et maintenant, il est DAF du groupe avec 6 comptables sous lui. Donc, tu vois, moi, je suis vraiment attentif à cet ascenseur social de mes salariés et de mes franchisés. Et c'est pour ça, en fait, que tout ça, ça se construit par des bonnes bases. C'est des bonnes fondations. C'est comme si on prend un immeuble. Si tu construis des bonnes fondations, tu peux monter haut. C'était hyper important que, en fait, à ce moment-là, quand je dis je démarre la franchise, je me fasse extrêmement bien conseiller. Et je pense que j'ai pris, pour moi, une des personnes qui est les plus performantes dans le monde de la franchise. Et que c'est souvent que, actuellement, d'ailleurs, je le conseille à plein de franchiseurs qui commencent à se dire, OK, je veux me lancer en franchise. Est-ce que tu as des conseils à me donner? Je leur dis, c'est un métier qui est très compliqué. Allez rencontrer cette personne. Vous partez avec lui ou pas. Il y en a plein. Mais moi, je vous dis qu'avec lui, si vous partez avec lui, ça va bien se passer. Complètement. C'est quoi les grandes erreurs que ça t'a évité de faire, d'être accompagné justement à tes débuts? Des erreurs, en fait, il y en a eu. Mon contrat de franchise n'était pas bon. Mes redevances n'étaient pas bonnes. Mon droit d'entrée n'était pas bon. Mon modèle, en fait, n'était pas bon. Et justement, il m'a fait créer un modèle qui était très bien pour le franchisé et pour nous, franchiseurs. Et donc, quand tu fais un contrat de franchise avec un franchisé, tu t'engages sur 7 ans. On dit qu'en moyenne, tu es marié par 14 ans. Il y a toujours un renouvellement de contrat en moyenne. Sur les 14 ans, il faut que ça se passe bien.
Et si toi, tu commets des erreurs ou que tu as un mauvais contrat, bah, ils peuvent te le reprocher. Au tribunal, tu peux perdre, mais si tu perds, en fait, c'est tout un château de cartes qui s'écroule. Il y a beaucoup de franchises, si je prends l'exemple de la pataterie, valorisées 50 millions d'euros, 2 ans après, vendues à la barre du tribunal 50 000 euros. Tu vois, et ils avaient 200 points de vente. Il y a un nombre de franchises qui pètent en l'air. Il faut savoir que je crois qu'il n'y a que 1% des gens qui se lancent en franchise qui passent les 100 magasins. Donc, c'est un métier extrêmement compliqué. Et donc, il faut se faire conseiller pour que ces personnes te dirigent vers les bonnes structures pour que tu aies les bons supports. Tu veux faire un contrat de franchise, va voir cette personne. Nous, celui qui nous a fait le contrat de franchise, c'est le mec qui a fait le contrat de franchise McDo. Tu vois. Mais je sais que j'aurai jamais de problème avec mon contrat de franchise. Que si moi, de mon côté, je le respecte à la lettre, les franchisés, s'ils font des erreurs, c'est eux qui vont perdre. Mais moi, j'aurai jamais de problème. On a calibré des droits d'entrée en fonction de la taille de notre réseau qui évolue avec le temps. On a calibré des redevances aussi en fonction du support qu'on avait. Les redevances, elles évoluent au fil du temps. Plus la franchise est grosse, plus elle a de notoriété, plus tu as des services qui sont performants, plus tu peux te permettre de prendre des royalties en fait, aux franchisés, parce que tu amènes de plus en plus un business qui est rentable et facilement duplicable. Mais au début, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc, en fait, ça nous a permis de millimétrer tout ça pour vraiment avoir un modèle qui était sur un lancement de franchise très bon. Est-ce que tu peux expliquer à celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas familiers avec le modèle de la franchise, en tout cas de l'intérieur, le modèle économique global de la franchise? Tu parles de frais d'entrée, tu parles de redevances, tu parles de prix des produits. C'est ça. C'est des choses qui sont, on va dire, communes pour le monde de la franchise. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce monde de l'intérieur, est-ce que tu peux expliquer le modèle économique global en général d'une franchise dans la restauration, par exemple? C'est ça. Alors, en fait, entre un indépendant et une franchise, on fait le même métier. C'est juste qu'un indépendant va créer son magasin avec ses idées et il va falloir qu'il se débrouille sur tout type de support. Une franchise, tu t'adosses à une marque qui a une certaine notoriété, qui a un certain savoir-faire, qui a des certains process et donc une rentabilité en bas de page. Donc, c'est vrai que tu donnes un droit d'entrée. Un droit d'entrée, en général, c'est de l'ordre de 20, 30, 50. Ça peut aller peut-être même à 100 000 euros pour certaines enseignes. Donc ça, c'est un ticket que tu donnes aux franchiseurs pour en fait bénéficier de la marque sur un certain territoire. J'ai signé sur ce territoire avec une zone d'exclusivité à 3 km², 5, 10, ça dépend les zones. Et donc, c'est ma marque. Et en plus de ça, avec ce droit d'entrée, je vais bénéficier de tout le savoir-faire et d'un accompagnement jusqu'à l'ouverture. Et après, au long de ma vie de franchisé, ils vont travailler les cartes, ils vont travailler les produits pour qu'on ait des produits livrés, qualitatifs, avec des bons prix. Ils vont travailler toute une communication ultra performante qu'un indépendant pourrait peut-être pas vraiment faire. Ils vont nous pousser des décos, des plans d'archi à l'intérieur. En fait, on va les accompagner sur plein de supports. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont payer un droit d'entrée et des redevances. Et les redevances, elles sont distinguées en deux fonctions. Tu as des redevances qui sont dites des redevances d'exploitation. Donc là, les redevances d'exploitation, c'est pour qu'on arrive à monter de plus en plus de magasins. Donc, ça paye le développement et ça paye aussi l'animation. L'animation, c'est un peu des coachs qui viennent qui viennent te rencontrer dans ton magasin. Au début, souvent, et puis après, quand tu es bon et que tout se passe bien, à raison à peu près d'une fois par trimestre, l'idée, en fait, c'est de te challenger, de te coacher à te rendre toujours meilleur, de regarder tes indicateurs, comment on peut développer ton chiffre, comment ton magasin peut être toujours un peu plus propre. L'idée, c'est vraiment de te rendre meilleur. Donc ça, c'est le service des redevances exploitation. À l'intérieur, il y a le développement et il y a l'animation. Et puis, il y a aussi les redevances de communication. Donc là, en fait, c'est un bien commun à l'enseigne. Pizza Cosy, je dis souvent que c'est mon enseigne, mais c'est la leur aussi. C'est notre bien. Et donc, on met tous de l'argent dans un pot. On met tous 2%, que ce soit moi, j'en ai 10 points de vente, ou que ce soit mes franchisés. On met tous 2%. Et en fait, avec ces 2%, on va pouvoir communiquer au national, mais de façon différente que si chacun communiquait avec 2% dans sa zone. Surtout qu'en plus, quand tu es commerçant, on ne te demande pas d'être expert en communication. Donc, autant laisser à la direction marketing de l'enseigne qui va dire, avec ce budget, en début d'année, regardez ce qu'on va pouvoir faire. Et nous, l'idée, c'est de montrer que si on a 1 million d'euros de budget, on va dépenser 1 million d'euros de budget.
dans les salaires des équipes qui vont les accompagner, et puis après dans un spot télé, dans un spot radio, dans plein de choses. Donc vraiment, le modèle de franchise, c'est je donne des droits d'entrée et des redevances à un concept qui va me permettre d'avoir de la notoriété, des process, un métier très rentable, et où en fait tout de suite, ça va pouvoir me permettre de vite dupliquer. Moi, avant de faire mon business model, j'ai mis 5-7 ans avant que tout commence à être aligné. Un franchisé qui rentre chez Pizza Così, en 5 semaines, il a fait sa formation. En 1 an, il a tout appris, il a développé son magasin. S'il est bon, la deuxième année, il peut en monter un deuxième. Donc, en fait, tu peux facilement dupliquer. Donc, oui, tu donnes, mais je pense que c'est pour mieux recevoir derrière. Et puis, en plus, il n'y a pas d'erreur. Quand tu te lances dans la franchise, faut que tu sois bon dans quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, si tu veux te mettre tout seul dans une pizzeria, faut que tu sois bon dans le produit, dans la com, dans la déco, dans plein de choses. Il y a énormément de choses à savoir. Et puis maintenant, en plus, c'est très bataillé. Il y a énormément de concurrence. Il y en a plein qui y arrivent très bien. Mais il y en a plein aussi qui ont envie de s'adosser à une marque pour aller plus vite et pour se faciliter la tâche. Tout à fait. Tu évoquais tout à l'heure des membres de ton équipe que tu as fait évoluer, monter. Tu parlais d'échelle sociale notamment. Ouais. Savoir s'entourer, c'est important pour toi et c'est important pour tous les entrepreneurs. C'est Exact. pas souvent facile. Tu fais souvent, quand tu parles d'équipe, le parallèle avec le foot. Tout le temps. Tu peux nous en dire plus? Je fais la parallèle avec le foot parce que j'ai grandi avec un grand-père qui était footeux, dingue de foot. Il a été entraîneur sur les équipes B de la SS, donc l'équipe de Saint-Étienne de chez nous. Il a grandi dans le milieu du foot et donc moi aussi, forcément. Et en fait, j'ai toujours trouvé énormément de parallèles avec le sport même et l'entrepreneuriat. Moi, je dis souvent que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas trop avoir d'ego. Il faut juste s'entourer de meilleurs que soi. Quand tu es entrepreneur, ce qui est hyper important, c'est de connaître ses talents et les choses où tu n'es pas forcément talentueux, de les déléguer à des superbes personnes. Et je pense que c'est comme ça en fait que tu peux construire une réussite, c'est de savoir vraiment où tu es bon et de laisser faire les autres dans certains domaines. Typiquement, le RH, j'aime les gens, je prends soin d'eux, je suis hyper attentif à l'ascenseur social, mais jamais je pourrais faire le job de mon RH. Là, si demain je veux construire une grosse structure, j'ai eu intérêt de trouver un super DRH. Mais c'est vrai aussi pour la DSI. L'écosystème SI dans un environnement comme le nôtre, il est hyper important. Quelle caisse, quel système de fidélité, quel système e-commerce. On a des logiciels qui gèrent la marge, la masse salariale. Il faut relier tout ça à un BI pour avoir une visibilité à l'instant T. Mais tout ça, si tu ne prends pas un super DSI, c'est compliqué de le mettre en place. Tu vas mettre du temps. Et donc, moi, je me dis que soit je prends des très, très bons consultants dans leur domaine, typiquement dans le domaine de la franchise, ou j'ai un super consultant en leadership et en management. Et à côté de ça, les métiers que j'ai dans ma structure, je veux vraiment trouver les super profils qui ont conscience de où on est actuellement, quelles sont les ambitions de l'enseigne, et on va y aller ensemble. Après, je suis toujours aussi en train de leur faire des formations, tu vois. Là, j'ai pris tous mes directeurs. La formation leadership et management que j'ai fait, elle était juste dingue. À la fin, j'ai dit à mon coach, il faut que tu coaches tous mes directeurs. Et mes directeurs, tu vois, hier matin, ils étaient encore en formation. Ils m'ont dit, c'est dingue. Le mec est trop bon, ça nous donne plein de tips. Donc, j'essaie de prendre des bonnes personnes. Et dès que j'ai un consultant avec qui, moi, ça fit bien, j'essaie de le pousser vers mes directeurs pour continuer à les faire en fait évoluer. Il y a un autre sujet, justement, c'est tout l'écosystème de services que tu as créé autour de tes franchises. Ouais. C'est capital pour toi de vraiment rendre la vie plus simple à tes franchisés. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? C'est ce qui nous différencie un peu déjà de nos concurrents, mais tous ceux aussi qui font de la franchise en restauration. On a le modèle de pizzeria. Un modèle en franchise, en fait, c'est vraiment, on a une société succursale, on a nos propres magasins. Il y en a qui en ont 2, 3, nous on en a 10, il y en a qui en ont plus. Et après, tu as la société franchise où là, tu prends les droits d'entrée et les redevances et tu vas gérer en fait le développement de l'enseigne et l'accompagnement des franchisés. Ça, c'est vraiment le modèle franchise classique. Mais en fait, il faut se dire que les franchisés, il faut essayer d'aller les aider et il faut aller plus loin que ça. Vu que je suis passionné de produits,
et que j'avais envie d'avoir des très bons produits et que je cuisinais tout ça dans les magasins, en fait, il fallait que ça, je l'offre à mes franchisés. Enfin, il fallait que j'arrive à avoir ce service parce que, comme je te disais tout à l'heure, cuisiner ça dans tous les magasins, d'une, c'est compliqué, et deux, si c'est mal fait, tu n'as pas d'uniformité. Et je dis souvent, ce qui fait la force d'un réseau comme McDo, qu'on aime ou pas, le Big Mac aux quatre coins de la France, c'est le même. Et les gens, ils sont contents de retrouver ça. Ils savent que c'est tout le temps ouvert et que le Big Mac, il a tout le temps le même goût. Et donc, chez Pizza Cosy, il fallait vraiment qu'on ait des produits qui soient similaires. Et vu que moi, je cuisinais dans tous mes magasins, mes oignons, mes poivrons, mes filets de poulet à basse température, ma crème de potimarron l'hiver, ma confiture de poire, enfin bref, choses et tout, j'ai monté une cuisine centrale. J'ai mis un super chef exécutif. Maintenant, il y a une équipe de 8 à 10 personnes avec du très bon matériel. Et donc, eux, en fait, ils me font des ingrédients sous vide, sans additifs, sans conservateurs, avec une traçabilité labo avec 15-21 jours de DLC, en ultra frais. On a 0 produit surgelé chez Pizza Cosy, mis à part les glaces. Et donc, en fait, j'ai monté cette cuisine centrale. Pourquoi ? Pour en fait que tous mes franchisés, ils aient les produits, ils n'aient pas besoin de les confectionner et que le produit soit super bon et qu'on ait une uniformité. Et j'ai plugué ça à une centrale d'achat. La centrale d'achat, elle a pour but de se dire que les ingrédients cuisinés, c'est peut-être 10% des produits, mais il y a aussi tous les produits que je vais chercher, que je vais redistribuer. Typiquement, la mozzarella, je vais la chercher à Naples, je la remonte dans mon entrepôt et je la redispatche de partout. Et je fais ça pour tout type d'ingrédients. En fait, cette centrale d'achat pluguée à cette cuisine centrale, elle a pour but de proposer à mes franchisés des produits exclusifs, des prix compétitifs et un super service. Et donc, les franchisés, ils sont super contents parce qu'en fait, ils ouvrent un magasin et en plus, ils n'ont même pas besoin de cuisiner les ingrédients. Les ingrédients, ils arrivent, ils sont en poche, ils ont une livraison. Puis en plus, c'est fait de façon digitale, c'est-à-dire que je connais limite ce qu'ils ont dans leur chambre froide en stock. Je connais les prévisions de vente, donc je peux leur faire une proposition de commande. S'ils disent OK, la commande, elle part le lundi, elle arrive le mercredi, c'est tout poussé dans leur chambre froide et c'est fini. Il faut leur amener en fait cette simplicité aux franchisés. Je veux vraiment qu'ils se concentrent uniquement sur faire passer le meilleur moment de la journée aux consommateurs. Ils ont passé une journée un peu compliquée, ils viennent chez Pizza Cosy, ils mangent bien, ils ont le sourire, ça va vite, ils sont contents. Mais au moins comme ça, le franchisé, quand il vient chez Pizza Cosy, on lui fait le magasin clé en main, on lui fait toute la formation et l'accompagnement tout au long de sa vie de franchisé et on lui distribue tous les produits, cuisinés ou pas, une fois par semaine. Et là, en fait, tu dis que tu as un écosystème qui est assez puissant. Parce que le franchisé, mis à part être un super commerçant dans son point de vente, s'occuper de ses clients, il n'a pas trop besoin de faire grand-chose en fait. Ouais. Donc finalement, même si quelqu'un ne sait pas faire des pizzas à la base, mais qu'il veut faire partie de l'aventure Pizza Cosy, il peut… Clairement. Nous, on dit souvent qu'on privilégie le savoir-être au savoir-faire. Ouais. On veut même pas forcément des gens qui sont pizzaiolo ou qui ont une pizzeria. Tu sais, quand les gens ils arrivent chez Pizza Cosy, qu'ils n'ont jamais fait de pizza, pour eux, c'est ça, faire une pizza. Quand ils ont déjà fait des pizzas, ils vont essayer de t'expliquer qu'on devrait faire comme ci, comme ça. Donc, en fait, nous, on préfère se dire, on a une personne, c'est un super commerçant, il a envie de faire plaisir à ses clients, il a un bel emplacement, let's go, on y va. Les emplacements, c'est vous qui les possédez ou vous faites ça différemment ? Est-ce que vous avez rajouté une strate immobilière à l'ensemble du groupe ? Ou est-ce qu'à chaque fois, c'est au cas par cas, selon comment ça se passe ? Alors, on a des SCI, dont une qui a les bâtiments industriels et les bureaux qu'on a au siège, et des locaux commerciaux Pizza Cosy. Mais ce n'était pas la stratégie de départ de se dire, chaque fois qu'on ouvre un point de vente, on veut les murs commerciaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que ce qu'il faut privilégier dans un temps 1, c'est de se dire qu'il faut un bon emplacement. Meilleur l'emplacement il est, meilleur le chiffre il est. Et donc, derrière, rentabilité, franchisé heureux et tout ce qu'on connaît. Donc, je préfère me dire, j'ai un top emplacement et j'ai pas les murs. C'est pas grave, mais j'ai un franchisé qui fait du chiffre, qui est heureux et qui se développe, que vouloir à tout prix les murs parce que je veux constituer une foncière, mais qu'en fait, le mec, il est pas le top emplacement parce que je voulais absolument celui-ci. Tu vois, je suis pas convaincu. Mais par contre, je suis malgré tout là en support en disant à mes franchisés, si vous trouvez un emplacement avec les murs, et que vous pouvez les acheter, tant mieux, vous allez vous constituer un patrimoine. Si vous ne pouvez pas, vous savez que nous, on pourra l'acheter à votre place et on trouvera un loyer qui sera juste, en fait, l'idée, c'est d'autofinancer mon crédit, c'est pas forcément de gagner de l'argent, mais j'autofinance mon crédit et au moins, mon franchisé peut prendre ce local. Et donc, en fait, sur les 70 magasins, on a dû en faire 10.
Mais c'était vraiment pas une priorité. Et maintenant, plus le temps passe, plus on va essayer de faire des acquisitions, mais je privilégierais tout le temps l'emplacement à l'acquisition immobilière. C'est bien de l'appuyer justement, que la priorité avant tout, C'est sûr. c'est de mettre en place un environnement autour du franchisé pour faire en sorte qu'il puisse se développer au mieux, avoir les meilleurs résultats possibles, pour pouvoir faire en sorte de développer du coup l'objectif principal qui est de développer le plus de magasins possible. À la fin de l'année, tu devrais avoir plus de 80 Pizza Cosy en France. Tu viens d'ailleurs d'investir 5 millions d'euros dans une plateforme logistique de 3600 mètres carrés. C'est colossal. C'est une belle performance, mais tu gardes toujours la tête froide, vous restez toujours les pieds sur terre. Tu dis souvent que ce n'est jamais gagné. Est-ce que tu peux développer ce point-là et nous expliquer aussi d'où ça vient? Parce que c'est hyper important, je pense, de garder les pieds sur terre, même quand tu as la tête dans les étoiles pour aller chercher grand. Je pense qu'il faut garder les pieds sur terre à tout moment, et même si demain j'en ai le double, le triple ou quoi que ce soit. Enfin, déjà, pourquoi je réagis comme ça? C'est que, comme je te disais, j'ai écouté des histoires comme la pataterie, 50 millions, 50 000 euros à la barre du tribunal. Mais en plus de ça, je l'ai vécu chez moi. C'est-à-dire que mes parents, donc mon beau-père et mon oncle, qui avaient un bureau de tabac et une pizzeria, ils ont vendu le bureau de tabac et la pizzeria en se disant, nous, le rêve de notre vie, je l'entendais souvent, hein, ça, on veut aller dans le sud, on veut finir avec un gros resto, vue mer, un truc, énervé. Et donc mes parents, enfin mon beau-père et mon oncle, et du coup forcément ma mère et ma tante, sont partis au Lavandou, ont acheté face à la plage et au terrain de pétanque une affaire à 1 million d'euros, vraiment le gros business avec des cocktails, des machins et tout. Sauf que ils ont pensé en fait qu'ils avaient le gros business et que ça allait être facile. J'ai un gros business, il y a des touristes, je ne vais pas trop m'emmerder et puis ça va cracher. Finalité des courses, 3 ans plus tard, ils passent à 2 doigts du redressement judiciaire. Ils perdent tout ce qu'ils ont. Plus de maison, plus rien. Et donc moi, je vois mes parents passer d'une vie de commerçant convenable à mes parents sans boulot, dans un appartement en rez-de-chaussée de la ville où j'habite et avec plus rien. Et là, tu te dis, faut faire attention parce que c'est pas parce que tu commences à générer un peu de l'argent, tu commences à monter des magasins, qu'il faut commencer à prendre de la grosse tête. Il n'y a rien qui est gagné. En plus, d'autant plus, je pense, maintenant, on est quand même dans un contexte économique compliqué. Nous, on l'a vu ces dernières années, hausse des matières premières, hausse des salaires, hausse de l'énergie. Si tu n'es pas focus dans ton business, à toujours essayer de l'optimiser et que tu penses qu'à un moment donné, parce que tu fais un certain chiffre d'affaires ou une certaine rentabilité, ça y est, c'est parti, tu es riche et puis tu n'as plus besoin de rien faire, je pense justement c'est là où tu te plantes. Et donc moi, l'histoire de mes parents, des enseignes en franchise qui n'ont pas su se renouveler et qui sont plantées, m'ont fait en fait garder les pieds sur terre. Et puis, ouais, je te dis, même si demain j'ai 10 fois plus, je pense que je resterai le même. Faut se faire plaisir. Quand on réussit, c'est cool de se faire plaisir, de créer des super moments en famille, de se faire des super restos, de faire des beaux hôtels ou des beaux voyages. Mais il faut faire attention à pas devenir j'ai pris la grosse tête, je suis ceci ou cela. Déjà, moi, ça me correspond pas, mais j'en vois beaucoup autour de moi qui pensent que tout est acquis et qu'à un moment donné, tu peux vite lever la pédale. Je suis pas convaincu que ça se passe comme ça. Tu dis même parfois que c'est l'inverse finalement. Plus tu grandis, plus l'enjeu est important, plus c'est compliqué et donc il faut garder le cap. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je le vois. Il y en a beaucoup de l'extérieur qui se disent ah, mais non, tu fais plus les pizzas, tu as 70 magasins, vous êtes 60 au siège, tranquille. Mais en fait, ils se rendent pas compte que les matins, j'arrive à 6h30, que je repars à 7h30, que je fais rendez-vous non-stop parce que déjà, je suis focus sur mon business, j'ai envie de développer aussi d'autres activités. Et puis, en fait, il faut toujours travailler avec tous tes directeurs. Moi, j'ai une dizaine de directeurs en front, que ça soit DAF, DSI, DRH, Market, et puis après, chaque directeur sur leur spécialité, que ce soit la supply chain, que ce soit les travaux, que ce soit les opérations. Et en fait, ces personnes, il faut continuer à les animer. Si demain ils partent, il faut recruter, il faut revoir l'organisation. Si toi, tu te dis que tu veux intégrer une nouvelle enseigne ou que tu veux aller plus loin, enfin, tu vois, il y a tellement de choses qui se remettent tout le temps en cause que tu peux pas prendre de la hauteur. Si tu fais ça, ça dure pas longtemps, je pense. Tu te plantes. Et d'ailleurs, moi, je le répète souvent à mes franchisés,
Je leur dis, vous avez signé pour être commerçant. Un Pizza Così, ça reste un petit commerce. Ils ont signé pour être commerçant, pour faire des pizzas, pour être au contact de leurs clients. Et je dis toujours attention parce que on en monte un, ça marche, on est super content. À la fin de l'année, on fait une belle année. On en monte un deuxième. Et au bout du deuxième, on commence à se dire que je suis un entrepreneur, que je m'achète un beau 4x4, que je passe dans les magasins, je regarde si tout se passe bien, mais je les laisse faire. Le problème, en fait, c'est que tu as plus de cohésion d'équipe, tu as du turnover, mais les fondamentaux, des fois, ils sont un peu oubliés. Et dans les indicateurs, tu es de moins en moins bon. Et les indicateurs en restauration, tu perds un peu de marge, tu perds un peu de masse salariale, enfin, tu augmentes un peu la masse salariale, et le chiffre d'affaires baisse, bah, tu peux vite être sur un fil. C'est extrêmement pointu, et donc, il faut que ça soit millimétré. Et si tu prends de la hauteur, c'est compliqué. Et c'est vrai pour moi, entrepreneur, à la tête d'une franchise, ou mes franchisés. C'est que je pense qu'il faut le faire à fond. Et puis après, à un moment donné, si tu as envie de passer à autre chose, il faut vendre. Il faut se dire, j'ai envie de me recycler et faire autre chose. Mais c'est compliqué, je trouve, de vouloir rester sans te donner à 200%. C'est compliqué d'y arriver comme ça. Sauf si tu as de la chance. Mais complètement. Et les choses évoluent, les rôles évoluent également. Tu évoquais tout à l'heure le fait que ton rôle dans la franchise évolue aussi au fur et à mesure que les choses grandissent. bien sûr. Au départ, tu étais à la pizza, ton associé à la livraison. Aujourd'hui, ton quotidien, son quotidien, c'est quoi parmi l'ensemble de l'équipe pour continuer à faire grandir le groupe? Alors, mon associé, son quotidien, il a toujours été très bon dans tout ce qui était création de points de vente et organisation à l'intérieur d'un point de vente. Donc, en fait, il s'est toujours recentré là-dessus. Et puis, en plus de ça, étant passionné de l'immobilier, il s'est dit, le job sur la société Cozy Concept qui fait les magasins clés en main, me prend pas 100% de mon temps. Et vu qu'on commence à avoir de plus en plus de biens, parce qu'on a créé des SCI, une société de marchands. Tu sais, nous, on vient de Saint-Étienne. À Saint-Étienne, l'immobilier, il coûte pas très cher. Tu peux faire des belles rentabilités. Tu peux acheter des immeubles, les découper, les revendre et tout. Bref, on a fait ça aussi depuis une dizaine d'années. Et vu que ça prend des belles proportions, eh ben, il s'est dit, je vais passer la moitié de mon temps, en fait, à m'occuper que de la bulle immobilière pour nous, notre patrimoine, et la société Cozy Concept. Donc lui, son temps, il est réparti comme ça. Et moi, je m'occupe du groupe, je suis président du groupe. Donc j'ai tous les services support, DAF, DRH, DSI, Marketcom. Donc ça, c'est les services cross qui travaillent sur toutes les sociétés. Et après, j'ai les sociétés qui sont dans les opérations. Donc j'ai mon directeur des opérations qui fait tourner les 10 magasins et qui s'occupe de l'animation des 60 autres franchises. J'ai mon directeur de la supply chain, donc lui, il a toute la partie logistique et toute la partie production. J'ai créé une société où je veux distribuer de la pizza en B2B. Donc, Pizza Così, c'est du B2C, magasin physique, pizza ronde. Et là, c'est un univers où on fait de la pizza plaque, comme tu peux manger au nord de l'Italie. C'est la pizza al taglio. C'est une pâte très épaisse, très légère, très croustillante, avec des garnitures généreuses. Et en fait, on est dans un contexte où on pense qu'il y a un intérêt à développer ce système. C'est de se dire, il y a plein de lieux de vie, que ce soit des hôtels, des bars à bière, des clubs d'escalade. Tous ces lieux de vie, en fait, ils ont envie d'avoir un super produit, une marge de restaurateur, zéro contrainte. Et donc, nous, on met un super produit sous vide, on leur met des fours en location et on leur dit, vous mettez la pizza dans le four, vous appuyez sur une touche, dès que ça sonne, vous la sortez. C'est un produit 100% frais, 100% qualitatif. Et donc, en fait, vous allez gagner de l'argent et vous allez développer votre clientèle parce que les gens vont plus boire ou plus rester. Enfin bref. J'ai cette partie. Donc en fait, tu veux, j'ai plusieurs directeurs. Et moi, l'idée, c'est vraiment de me dire que je m'occupe de tous mes directeurs, que ce soit les services cross ou les services opérations, et de développer demain un groupe plus qu'une franchise, un groupe multimarque. On va en parler du groupe multimarque dans un instant. Aujourd'hui, c'est quoi les leviers d'amélioration de Pizza Così pour aller chercher encore plus, d'aller chercher 80, puis 100, puis peut-être davantage de magasins? Alors, chez Pizza Così, on a deux enjeux, c'est développer le chiffre d'affaires et de développer le nombre de magasins. Pour développer le nombre de magasins, il faut avoir de plus en plus de notoriété. La notoriété, elle passe par les médias, elle passe par les bonnes performances des magasins. Donc, on essaie d'avoir des magasins performants, on essaie de le faire savoir pour qu'il y ait des gens en fait, qui soient attirés par notre enseigne. Pour l'instant, ça se passe bien parce que on va être sur un trend d'entre 10 et 15 magasins cette année. Et je pense qu'on en fera une vingtaine l'année prochaine. On commence à rentrer pas mal de dossiers dans le pipe pour en faire 20 l'année prochaine. L'objectif, c'est vraiment 100 fin 2025.
Donc, il y a cet enjeu. Et puis après, il y a l'enjeu de développement du chiffre d'affaires par magasin. On avait commencé avec un style de magasin où on faisait que à emporter, à livrer. C'est des petits magasins. Ce qui drive la croissance actuellement, c'est le surplace. Post-Covid, alors on a eu le Covid où là c'était que de la livraison de l'emporter. Et post-Covid, les gens, ils ont envie de s'installer. Ils ont envie de prendre le temps. Ils ont envie de prendre un antipasti, de prendre un spritz. Et donc forcément, tu augmentes ton panier moyen et donc tu augmentes ton chiffre d'affaires. Donc ce qu'on est en train de calibrer chez Pizza Cosy, c'est d'avoir vraiment deux formats très distincts. Un format takeaway avec peu de place assise sur un service en fait très facile, très fluide, très rapide. Et puis, on va avoir un Pizza Cosy dit restaurant, où là, on va développer l'offre des entrées, on va développer les desserts, on va avoir des spritz ou des cocktails sans alcool, mais maison, comme des limonades ou des thés bio. Et en fait, tout ça va faire que avec 50, 60 places assises intérieures ou extérieures, on va avoir des chiffres d'affaires qui vont être plus gros. Et donc, si on a de plus en plus de magasins et des chiffres d'affaires de plus en plus conséquents, on arrivera à atteindre nos ambitions. Enfin, notre ambition, elle est claire, c'est vraiment de devenir l'enseigne incontournable de pizza pour tous les Français. D'ici combien de temps vous l'avez chiffré? Alors, on veut l'être à date et on a été quand même élu en 2023 enseigne préférée des Français par capitale. Ouais. Mais par contre, en 2025, on veut dépasser les 100 magasins. Et en fait, on a des chiffres d'affaires médians par magasin qui sont un petit peu moins que 700 000 € hors taxes en ce moment. Et l'idée, c'est d'aller dépasser les 800, voire toucher les 900 dans les 3 prochaines années. Tu en parlais il y a quelques instants, justement, tu es en plein dans la création d'un groupe multimarque. C'est ça. Quel est l'objectif derrière ce nouveau projet? En fait, je me dis, on a des valeurs ajoutées et on pourra en faire bénéficier. Quand j'avais 3, 4, 5 magasins, j'ai toujours regardé les mecs qui avaient des franchises avec 50, 100 points de vente. J'aurais toujours aimé pouvoir les appeler et pouvoir leur dire est-ce que vous voulez pas rentrer au capital de ma structure? Aidez-moi, donnez-moi des conseils, venez à mon board. Parce qu'en fait, il faut qu'on ait des gens qui soient performants autour de nous, qui soient structurés pour en fait nous faire grandir. Et ce que j'ai envie de proposer, en fait, c'est ça, c'est donner la possibilité à des enseignes, dans la food, toujours, qui ont vraiment un ADN où on est sincère avec le client, où il y a une proximité avec le client, où on vend du bon produit. L'idée, c'est de créer un groupe qui a des valeurs et que tous ceux qui viendront sous ce groupe auront les mêmes valeurs. Jamais je ferai rentrer une franchise qui travaille avec des produits surgelés ou qui aime pas les gens ou qui veut faire un truc pas bien. Enfin, tu vois, je veux vraiment qu'on ait toujours cet ADN, comme chez Pizza Cosy, d'être sincère, d'avoir énormément de proximité, d'avoir que des bons produits. Si on dit que la raclette, elle vient d'ici, on va aller chez un super producteur qui un super produit, qui a AOP, qui a au lait cru. Tu vois, on veut vraiment que les gens, on leur offre un très bon produit et qu'il y ait tout ça qui tourne autour. Et donc, l'idée, c'est de se dire que avec tout mon écosystème, je vais créer un groupe qui va s'appeler Le Grand Feu. Actuellement, en fait, j'ai mes services support, c'est une société qui s'appelle JDF, et notre société qui crée des produits, qui distribue des produits, ça s'appelle La Fabrique. On va fusionner tout ça. Le groupe va s'appeler Le Grand Feu. Et en fait, ce groupe, il aura 2 piliers. Un pilier où on fait de la production et de la distribution, parce qu'on sait qu'il y a plein de franchises qui aimeraient avoir des produits à façon, hyper bons, distribués dans leurs points de vente. En fait, la même chaîne logistique que nous, c'est-à-dire qu'ils puissent venir nous voir et qu'ils disent moi, j'ai 10 magasins, j'aimerais avoir avec mes burgers des oignons confits au vin rouge, machin. Est-ce que vous pouvez me les livrer? Oui. Donc, en fait, on aura vraiment cette partie production et distribution. Et le deuxième pilier, ça sera de l'accompagnement ou de la prise de participation dans des enseignes food. J'ai de plus en plus de jeunes franchiseurs qui viennent me voir et qui me disent « Flo, j'ai 3, 4, 5 magasins. Comment tu as fait est-ce que tu peux me donner des conseils? Est-ce que tu pourrais m'aider ?» J'aimerais leur dire « Je peux même rentrer au capital de votre enseigne, bien évidemment minoritaire, mais en fait, je vous emmène tous mes services support pour travailler sur tout votre écosystème SI. Moi, j'ai une cellule SI.
avec un DSI, avec des chefs de projet qui vont vous proposer le meilleur écosystème SI. J'ai une cuisine centrale qui va pouvoir travailler des produits à façon et vous les distribuer. Et en fait, j'ai envie de leur mettre toute cette chaîne de valeur en leur disant, venez, oui, je rentre au capital, mais je vais vous amener toute une proposition de valeur et surtout, je vais vous emmener des clients. Parce que moi, j'ai 70 magasins en France où mes franchisés sont, je prends un exemple, mon franchisé de Bayonne et Anglet, il en a 2. Il me dit, Flo, j'ai envie de monter un 3e magasin, mais j'ai pas envie d'aller très loin. Il y a un local à côté de chez moi qui s'est libéré. Qu'est-ce que tu pourrais me proposer? Bah là, typiquement, si j'ai une autre enseigne, je peux lui dire, ben, je viens de rentrer actionnaire d'un bar à salade avec le même fonctionnement qu'on a dans le groupe. Si tu veux, je te le présente. Et donc, en fait, j'ai envie de créer un groupe multimarque pour ça, pour faire bénéficier à mes franchisés de nouvelles marques et pour aider des jeunes franchiseurs à scaler. Et bien évidemment, et ben après, pour redévelopper aussi mon groupe. Et moi, c'est un truc qui me passionne, développer des enseignes. Ça me plaît trop. Je suis hyper attentif au branding d'une marque, je suis hyper attentif aux bons produits, au bon suivi. Donc, en fait, tout ça me passionne. Et je sais que je peux avoir leur ajouter un peu des deux côtés. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de construire ce groupe qui va très prochainement voir le jour. Ça fait mettre en lumière effectivement cette passion, comme tu l'évoques, et ça se voit. Et beaucoup pourraient se dire, oui, mais alors du coup, s'il fait bénéficier de tous ces process, tout ce travail de longue haleine à d'autres franchiseurs potentiellement, est-ce qu'il ne va pas nourrir des concurrents, etc. et autres? Mais en fait, non, pas du tout, parce que c'est un écosystème et ta mission, ton cheval de bataille, finalement, c'est, j'ai le sentiment que, comme tu le retranscris, c'est améliorer par tes process, par ta vision, par ce que vous avez mis en place, l'ensemble du monde du fast-food Exactement. et de la food au global. C'est ça. En fait, je veux vraiment offrir, dans le monde de la franchise et dans le monde de la restauration, surtout en France, il y a eu plein de concepts qui ont vu le jour. Et moi, ce que je veux vraiment proposer, c'est la simplicité. C'est pas un commerce avec plein de chichis. C'est un truc très simple où tu manges très bien, où en face de toi, tu as des gens qui sont vraiment bienveillants, dans un bel emplacement. Encore une fois, c'est les b.a.-ba d'un très très bon commerçant. Et je peux le faire dans la pizza, on peut le faire dans un bar à salade, je peux le faire dans le fried chicken, je peux le faire dans plein de trucs en fait. Et d'ailleurs, je vais proposer à des personnes de rentrer au capital chez eux. L'idée, c'est pas d'en avoir 20. Je les sélectionnerai, peut-être qu'il n'y en aura que 1 ou 2 sur les 5 prochaines années. Mais par contre, en interne aussi, on va essayer de développer une marque supplémentaire. Il y a des business que j'ai vu se développer vitesse grand V aux États-Unis, qui arrivent un peu dans les pays anglo-saxons. Il y a 2-3 petites antennes qui commencent à pousser à Paris. Et donc là, je suis en train de m'associer avec des gens qui ont encore une fois un super produit et les mêmes valeurs que je te dis pour en monter un 2e magasin, affiner un peu le modèle pour après, demain, le proposer à mes franchisés et à d'autres personnes. Et aux personnes qui nous écoutent et qui s'intéressent réellement au modèle de la franchise, avec toute l'expérience que tu as accumulée ces dernières années, quels conseils tu leur donnerais? Moi, si je donne un conseil, et je le dis souvent, hein, c'est de s'entourer de gens meilleurs que soi. Faut pas avoir peur de s'entourer. Pensez qu'on peut le faire solo ou pensez qu'on peut le faire en prenant des profils qui sont pas excellents, ça fonctionnera pas. Il y a tellement peu de gens qui arrivent à se développer en franchise et j'ai les pieds sur terre, hein. J'espère que ça va continuer de mon côté et c'est ce que je mets en œuvre tous les jours, c'est que faut avoir des super personnes à ses côtés, faut se faire conseiller par des très très bonnes personnes sur l'entrepreneuriat, comme tu le fais, sur le monde, enfin sur la franchise. Euh, j'ai pris l'année dernière, mon organigramme, il commençait à être un peu compliqué. Et puis là, il fallait que je monte la marche de je suis un bon franchiseur, je crée un groupe multimarque. Comment je me dimensionne? Bah, j'ai trouvé un super consultant qui a travaillé avec moi sur l'organigramme, qui m'a donné 2-3 tips. Après, des fois, tu as des consultants où tu dis, lui, c'est un tueur. Il y en a, des fois, c'est un peu moins bien. Mais malgré tout, il y a des petites choses à prendre. Et en fait, c'est cet acheminement de tous ces points de contact qui font qu'après, tu te consolides une bonne vision, une bonne expérience et que tu te dis, je peux construire la suite. Mais faut être super bien entouré. Moi, je pense que si j'en suis là, c'est parce que j'ai été entouré de très bonnes personnes. J'ai su m'entourer de bonnes personnes. Justement, rebondissons sur le fait de bien s'entourer. Constituer une équipe, c'est pas simple. C'est Non. vraiment un enjeu du quotidien assez complexe pour beaucoup d'entrepreneurs.
Parfois même, malheureusement, ça fait que certains n'osent pas scaler, n'osent pas grandir ou autre. Dans ton cas, si tu avais des conseils à partager justement pour réussir à recruter les bonnes personnes, bien manager, créer une culture forte qui fait que les gens sont contents de travailler au quotidien dans ta boîte. Je sais que c'est un enjeu pour beaucoup de gens qui nous écoutent ici. Quels seraient les conseils que tu pourrais partager? Notamment, tu évoquais 60 personnes au siège. Du coup, c'est quand même, ça devient colossal. Ouais. De gérer ça au quotidien, quels sont les conseils que tu peux nous partager là-dessus? Déjà, si j'ai un premier conseil à dire, euh, on on vit pas dans le monde des bisounours et donc, bien évidemment que c'est très compliqué. Enfin, c'est compliqué. Encore une fois, il faut être bien entouré, il faut être bien structuré, mais même si tu es bien entouré et bien structuré, tu as des départs, tu as des gens qui vont bien, tu as des gens qui vont pas bien, tu as des gens qui grandissent, tu as des gens qui ont du mal à passer leur plafond de verre. Si je refais une parallèle avec le foot, il faut être conscient que l'équipe qui va te faire gagner la Ligue 2, c'est pas l'équipe qui va te faire gagner la Ligue des Champions. Et donc, il faut te dire que l'équipe que tu as au départ, ça ne sera pas l'équipe que tu auras demain et ça ne sera pas l'équipe que tu auras peut-être à la fin. Tu es obligé de prendre des personnes de l'extérieur. C'est normal qu'il y ait des personnes de ton équipe qui partent. C'est magnifique de voir grandir des profils de ton équipe, mais c'est pas vrai pour tout le monde, malheureusement. Moi, j'aimerais tous les voir grandir au plus haut niveau, mais des fois, quand ton entreprise, elle scale vite, c'est compliqué que les mecs ils montent aussi vite en compétences. Et donc, en fait, il faut se dire que il y a souvent un remaniement d'équipe, mais c'est pas plus mal parce que moi, ce que je m'aperçois, c'est que j'ai des gens qui partent. Des fois, c'est difficile, où il y a des gens que je fais partir. Mais derrière, quand tu vois les profils que tu peux retrouver, c'est hyper rassurant. Parce que plus le temps passe, plus tu apprends, plus tu comprends aussi le métier que le mec il doit faire. Et donc, moi, typiquement, ce qui se passe en ce moment, mon directeur de la supply chain et de la logistique et de la production part. Parce qu'il veut se mettre à son compte. C'est un coup dur parce que c'est un super employé qui s'entend bien avec tous mes franchisés. J'adore bosser avec lui. Mais en fait, si je regarde par le passé, chaque fois que j'ai quelqu'un qui est parti, j'ai toujours eu des nouvelles personnes. On a toujours eu un organigramme qui était différent, mais encore mieux pour l'entreprise. Et là, tu vois, je me dis que pour l'instant, il gère la production et la logistique, mais je suis en train d'investir 5 millions d'euros dans une plateforme logistique. Je suis en train de développer la production avec une ligne semi-industrielle de pizza plaque, comme je te disais. En fait, c'est pas plus mal parce que j'ai besoin d'un nouveau profil qui fasse que de la logistique et j'ai besoin d'un nouveau profil qui fasse que de la production. Donc, mon gars de la supply chain part, mais ça me permet aussi de recruter 2 personnes qui seront encore plus spécialisées dans leur domaine. Donc, j'ai envie de te dire que des fois, c'est dur, mais faut pas le voir, faut pas le voir comme un échec. On est dans un monde qui est compliqué. C'est la vie d'entrepreneur. Tu auras toujours des salariés qui seront contents, pas contents, qui vont venir, qui vont partir. Et tu sais, quand on dit salarié, c'est vrai pour les associés aussi. Parce que dans une boîte, tu as des associés qui rentrent, tu as des associés qui sortent. Dans une franchise, tu as des franchisés qui rentrent et tu as des franchisés qui sortent. Ce que je dis, le principal, c'est de se dire que c'est comme quand tu es dans une barque, il faut que tout le monde rame dans le même sens. Et celui qui n'est plus en phase avec ça, faut que tu l'identifies ou faut qu'il en prenne conscience. Il faut se dire qu'en fait, c'est le moment de tourner la page et que ce qui s'est passé, c'était hyper bien, c'était hyper important pour l'entreprise et merci à lui d'avoir été là. Mais que maintenant, en fait, il faut écrire l'histoire avec quelqu'un d'autre. Et moi, je dis souvent qu'il faut voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est pas dramatique que quelqu'un parte, justement. Complètement. Pour faire en sorte que nos collaborateurs, partenaires, associés, franchisés également soient engagés, attachés à la marque et attachés à la vision, également la culture, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mission, valeur, culture. Dans votre cas, comment vous avez établi votre culture d'entreprise pour faire en sorte qu'elle soit performante, qu'elle dure dans le temps et qu'elle soit aussi alignée avec la vision que vous avez, c'est-à-dire être le leader dans ce domaine? Déjà, je pense que en tant que chef d'entreprise, il faut que tu aies des ambitions et une vision qui soient claires et une stratégie qui soit parfaitement définie. Il faut que tous tes directeurs ils aient conscience de ça. Quels sont les objectifs? Quelle est la vision de l'entreprise? Où c'est qu'on doit aller et comment on doit y aller? Après,
en tant que chef d'entreprise, tu peux mettre des organisations qui sont plus ou moins différentes. Moi, je sais que j'ai un CODIR, j'ai un COMEX, comité exécutif, j'ai des business reviews avec les BU à la fin de chaque mois pour regarder les indicateurs de performance, le chiffre d'affaires, la rentabilité, l'état d'esprit d'équipe, enfin tout ce qui va bien ou pas. Et après, j'ai des one-to-one avec mes directeurs où là, je passe du temps, mais au quotidien, pour parler de tout et de rien. Mais je pense que ce qui est hyper important, une fois qu'ils sont alignés avec toi sur où c'est qu'on doit aller et quels sont les enjeux pour l'entreprise, c'est de se dire quelle cohésion je crée avec eux pour qu'en fait, ils aient envie d'aller dans ce sens, qu'ils se sentent bien, qu'ils se donnent à fond. Il y a plusieurs choses. Alors moi, j'ai fait 2 choses cette année qui sont un peu dingues. C'est que le 1er mars, j'ai passé les 60 personnes de chez moi en semaine en 4 jours, en faisant pas plus d'heures par jour. C'est-à-dire qu'ils avaient 5 jours par semaine et qu'ils travaillaient 35 heures. Maintenant, ils font 4 jours par semaine et ils travaillent 32 heures. Parce que je voulais pas, en fait, si tu veux, leur prendre les heures et les mettre sur 4 jours. Je pense que j'ai pas mal de parents qui doivent poser les enfants à l'école le matin ou le soir. Donc, l'idée, c'était pas de leur faire des journées intenables. C'était juste de se dire que s'ils bossent 4 jours et qu'ils ont un jour, en fait, pour eux, tu vois, je pense aux mamans, le week-end, c'est pour les enfants, c'est pour la famille, mais elles n'ont pas un jour à elles. Si le jeudi, il est consacré qu'à elles ont du temps pour aller faire leur sport, pour aller faire du shopping, pour aller, je sais pas, tu vois, elles peuvent faire plein de choses. Nous, notre hobby, notre passion, c'est le business. Donc moi, je pourrais 7 jours sur 7, ça me dérange pas. Mais eux, c'est pas le cas, en fait. Donc, ce que j'ai voulu, c'est déjà réduire leur semaine. Laurent de la Clergerie l'a fait. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que tu as l'impression que les gens vont travailler moins, mais en fait, vu qu'ils sont là moins souvent, ils sont plus reposés psychologiquement ou physiquement, et donc du coup, ils vont être plus performants. En plus de ça, tu attires les talents, parce que quand tu proposes à des gens de venir chez toi avec un bon salaire, des bonnes conditions, et en plus une semaine de 4 jours, bah forcément, tu as moins de turnover et tu attires les talents. Donc ça, on l'a mis en place. Et puis, il y a une deuxième chose aussi que j'ai mis en place, toujours en lien avec le sport, parce que je crois vraiment qu'il y a des liens hyper puissants entre le sport, les objectifs liés au sport et l'entrepreneuriat. C'est que j'ai proposé à tous mes directeurs, à mes 10 directeurs, d'aller monter le Mont Blanc et de se dire on y va tous et on monte tous en haut et on se lâche pas et on se tient, on est une équipe, on porte le même maillot et en fait on doit pas se lâcher et on doit tous s'entraider et on doit monter des choses qui sont hyper fortes, hyper puissantes et on tous dit allez c'est parti. Et en fait ce qui est super bien c'est que on va aller faire l'ascension du Mont Blanc. Mais ce qui est juste dingue aussi, c'est que j'ai des directeurs qui sont surmotivés, qui font attention à ce qu'ils mangent, qui font du sport, qui se challenge pour tout ce jeudi aller courir. Et donc, en fait, ça, c'est hyper bon physiquement, mais donc, du coup, l'état d'esprit, il s'en ressent. Et bref, tout ça fait qu'en fait, tu as une vraie cohésion entre tes directeurs. Et si en plus de ça, ils sont en phase avec les ambitions, avec la vision du dirigeant, ben normalement, ça déroule. Après, je dis pas que je vais pas avoir un directeur parce qu'il est surmené, qu'il peut partir en burn-out. C'est possible. Mais en tout cas, j'essaie de tout faire pour que mes directeurs se sentent bien et qu'ils aient vraiment envie d'avancer et de tout péter. Ouais. Et justement, dans le but d'avancer, de tout péter, aujourd'hui, il y a une certaine réussite. Le but, c'est de créer un empire autour de la food, avec tout cet écosystème qui s'autosuffit à lui-même, se nourrit et se fait grandir mutuellement. Mais à côté, tu vis modestement, tu réinvestis une très grande partie de tous tes gains dans tes différentes boîtes. Est-ce que c'est la stratégie la plus payante selon toi? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu fais ça? Finalement, qu'est-ce qui te drive? Je réinvestis tout. Alors, j'ai jamais vraiment pris de dividendes. On a eu cette année l'entrée d'un fonds d'investissement sur une petite dilution et c'était c'était même pas vraiment tant pour avoir plus de BFR, plus d'argent dans la machine. C'était plus pour avoir un accompagnement supplémentaire parce que je veux monter une marche, j'ai des ambitions et donc j'ai besoin d'avoir des gens solides à côté de moi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait rentrer un fonds d'investissement à une petite quote-part, tout comme je me constitue un board avec des chefs d'entreprise qui sont en activité ou qui ont vendu. Je pourrais
faire un gros cash-out via un fonds d'investissement qui rentre. Je pourrais tout prendre en me disant je laisse juste ce qu'il faut et puis je me développe une vie perso de dingue. Mais en fait, j'ai un salaire qui est ce qui est, mais qui me suffit. J'ai ma famille, j'ai une petite maison en périphérie de Saint-Étienne. Je peux me permettre de faire mes activités, d'aller au ski, de kiffer avec mes amis le week-end. Donc en fait, ben, j'ai ce qu'il me faut et je vis modestement parce que j'ai pas besoin d'arriver avec une Ferrari au boulot ou avec des vêtements de fou. Et donc, ouais, je réinvestis dans le groupe. Et puis après, je pense qu'aussi, c'est un peu, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu as des buts, tu as des objectifs. Avant, le mec de Nabab Kebab, il me faisait rêver. Maintenant, quand je vois des mecs comme Olivier Bertrand, qui a Burger King, qui a Hippopotamus, qui a toutes ces enseignes, qui a un groupe multimarque hyper puissant, ben lui, en fait, tu veux, il me donne trop envie de réussir, d'aller plus loin, de me créer aussi un petit écosystème multimarque différent, mais de travailler sur ce modèle. Et donc, je trouve que c'est plus intéressant pour moi de l'investir dans ma boîte que de le sortir pour... Complètement. Tu ouais. dis que le business est un jeu pour toi? C'est ça. Ouais. Ouais, on est sur une partie, on joue un jeu. L'idée, c'est de gagner, d'aller le plus loin possible. Puis en plus, c'est tellement enrichissant. Oui, c'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu as plein de galères, tu as plein de moments de doute. Le soir, je cogite, il est 21h, 22h. Le matin, je me lève. Je peux me lever à 4h30, 5h30. Je suis sur mon téléphone, je regarde des trucs, je pense à des trucs. Mais les gens que tu rencontres, typiquement comme nous aujourd'hui, là je suis sur Paris, ce soir je vais voir des gens, demain aussi. Avant-hier j'étais avec un mec que j'ai rencontré sur une soirée de Jérémy à Paris. Son père, c'est le directeur général de Marie Blachère, il passe me voir au bureau. En fait, tu veux, c'est que tu rencontres plein de gens, que ça soit dans le sport. La dernière fois, j'étais avec le champion de natation Gilot, le Marseillais. On était à Lasvel, le club à Lyon de basket. Bah, tu vois, je rencontre un super sportif, il me parle de sa vie de sportif, comment ça s'est passé. Je rencontre des entrepreneurs. Donc en fait, on est dans un jeu, mais qui est ultra passionnant parce que tu as envie d'aller plus loin. Tu rencontres des super profils, des gens hyper intéressants, des gens qui peuvent t'ouvrir des portes, qui peuvent t'ouvrir l'esprit, te dire bah, peut-être qu'il y a un intérêt à investir là-dessus. Et moi, en fait, ouais, c'est tout ça me passionne. Et donc, j'ai envie de continuer à jouer à ce jeu parce que je trouve que c'est dingue. Si demain je vends ma boîte, je sais pas ce que je fais. Si ce jeu avait une fin, c'est où la destination où tu voudrais te rendre? Tu évoquais notamment un exemple avec un grand groupe multimarque. Est-ce que c'est l'objectif que tu vises? Est-ce qu'il y a autre chose derrière? En fait, je me suis pas posé de finalité. Je me suis jamais dit, si j'arrive à 100 magasins avec une valo de X, alors là, je peux arrêter et puis je suis tranquille. Et si ça arrive demain, j'ai que 34 ans. Enfin, tu sais, moi, j'ai envie de continuer à travailler, j'ai envie de continuer à rencontrer du monde, j'ai envie de continuer à kiffer. J'ai pas du tout envie d'arrêter. Donc, je me suis pas dit, en fait, si demain je fais 200 magasins et 3 marques, j'arrête, je vends. Ben, je suis super bien dans mon job, j'ai envie de continuer tant que ça peut. Et je dis souvent que si demain, parce que je reste quand même un entrepreneur, si demain tu as une offre de quelqu'un qui toque à ta porte et qui est, entre guillemets, tu peux pas la refuser, bah, peut-être que je me dirais, allez, je transforme l'essai et puis je passe à autre chose, mais derrière, j'irai faire quelque chose d'autre. J'irai refaire de l'immobilier, j'irai racheter une boîte. Je pense que je suis voué à avoir des boîtes, m'intéresser à des sujets et faire ça, quoi. Est-ce qu'il y a une anecdote dans votre parcours à ton associé et toi durant ces 14 dernières années de développement qui t'a offert une ou plusieurs leçons que tu as envie de nous partager ici et que tu as envie de partager à celles et ceux qui nous écoutent? Ben, ouais, l'anecdote, en fait, de mon troisième associé, tu sais, je t'ai expliqué qu'il y avait quelqu'un qui était rentré au capital pour, avoir ce rôle de commercial et pour vendre le modèle, en fait, qui avait été créé et qui était performant. On a associé cette personne, c'est devenu un super ami. Il y a 3 ans, on a une valorisation d'un fonds qui nous dit: «Votre boîte, elle vaut tant». Et là, en fait, ben, j'ai, ce fameux associé qui se dit: «Ben, c'est gagné, on est riche, je peux prendre de la hauteur, tout va bien se passer».
j'ai plus besoin de toujours réfléchir à optimiser, développer, rien lâcher pour aller plus loin, plus loin, plus loin. Il a pensé que c'était gagné. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il il a grave levé le pied. CBU qui gérait, il y a eu énormément de décroissance. On s'est pris la tête, forcément, parce que quand tu es associé et que tu en as qui se donnent à 200% et qu'il y en a un qui se donne beaucoup moins, bah, c'est hyper compliqué. Ce qui est d'autant plus frustrant pour moi, c'est que c'était devenu mon meilleur ami et qu'en fait, et ben après, tu rentres dans un système où tu n'es pas content de son job, donc il te dit qu'il veut sortir. Il est arrivé au bout d'un certain moment, et puis ça fait 1 ou 2 ans qu'il travaille pas à fond, mais par contre, il veut sortir avec vraiment la valo qui est fixée, et toi, tu lui fais comprendre que non, c'est pas possible. Enfin, tu vois, moi, je vais devoir rembourser une dette, je vais moins pouvoir mettre dans la com, dans les hommes, dans mes franchises, et puis tu le mérites peut-être pas, tout ça, tu vois. Et donc là, on s'est pris la tête. Et c'est dommage parce que d'une association où tu deviens meilleur ami, à un moment, tu perds pied et tu t'embrouilles avec tes associés. Et ça, c'est un truc qui m'affecte vraiment parce que c'était une personne avec qui je m'entendais vraiment, vraiment, vraiment bien et avec qui, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus de lien, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu faire ou mettre en place pour éviter que la situation arrive là où elle en est aujourd'hui, que peut-être tu aurais envie de nous partager ici pour que ceux qui nous écoutent et qui peut-être vont ou sont associés avec quelqu'un et qui pourraient un jour faire face à ce type de problématique, évitent d'y faire face? Je sais pas si j'aurais pu gérer différemment la situation parce qu'en fait, on était associés. J'ai compris que la BU qui pilotait, elle était assez mal gérée. Donc, je lui ai proposé d'en gérer une nouvelle. Il en a géré une nouvelle et pareil, ça s'est mal passé. Et là, c'était pas forcément de sa faute, c'était plus de ce qu'on avait monté ensemble qui était peut-être pas la bonne solution. Et donc, je lui ai reproposé de changer en lui disant, sors, réfléchis, on conserve ton salaire, on conserve tes parts, on conserve tout, mais trouve une nouvelle activité. Et en fait, il s'est passé 5, 6, 7, 8, 9, 10 mois où il n'y avait pas d'activité, où on n'avait pas de proposition en se disant « Putain, il a trouvé un truc de fou, c'est super bien, allez, on investit, on croit en lui. » Donc, je ne sais pas en fait ce que j'aurais pu faire de différent. Peut-être qu'on aurait pu se dire « On le laisse tranquille avec son salaire et puis, bon, il n'a plus trop envie de bosser. » Mais c'est compliqué. Quand tu es associé, c'est compliqué d'avoir un associé à côté de toi qui a envie d'avoir un capital qui grossit, mais qui n'a pas envie de le développer. Tu vois, je trouve que c'est quelque chose qui est assez paradoxal. Si demain, tu te fixes un objectif de dire je veux que Pizza Cosy, on soit la référence sur le marché de la pizza, qu'on ait 100 magasins et que la boîte, elle puisse valoir X, en fait, il faut te donner corps et âme dans ton domaine, mais à fond. Si tu le fais pas, ou que tu le fais pas bien, tu peux pas prétendre à ça. Enfin, tu vois. Donc, non. Donc, du coup, si j'ai vraiment un conseil à donner entre associés, c'est déjà, il faut se dire les choses clairement. Il faut vraiment poser carte sur table, faire souvent des points. Surtout pas faire les mêmes choses. C'est quoi nos spécialités? Reste dans ta spécialité, avance. Je reste dans ma spécialité, j'avance. On se fait un point d'étape pour savoir où tu en es. Si tu as des difficultés, fais-toi conseiller. Et puis après aussi, je pense qu'on peut être associé, se dire qu'on a envie de rester dans l'association, mais pas forcément dans le travail, et de se dire que le travail, c'est le salaire, l'association, c'est le capital, je reste au capital, mais je vais aller faire autre chose, j'enlève mon salaire, comme ça, je laisse la structure se trouver un autre profil, en fait, pour faire ce que je fais, et tout se passera bien. Mais c'est compliqué de se dire, je veux le capital, je veux le salaire, mais je veux moins en faire. Complètement. À un moment donné, ça coince. Là, tu viens de nous donner du coup l'exemple d'une association qui a été malheureusement infructueuse et n'a pas abouti. De l'autre côté, avec ton associé avec qui vous avez démarré, lancé la première pizzeria, etc., après 14 années, ça continue à évoluer, ça se passe super bien. C'est ça. C'est quoi, selon toi, les éléments qui font que ça se passe super bien après toutes ces années? Est-ce que c'est justement le fait que vous avez démarré ensemble? Est-ce que c'est la complémentarité? Est-ce que c'est la confiance? Est-ce que c'est un mix de tous ces éléments plus d'autres choses? Ouais, c'est ça, c'est un mix de tous ces éléments. C'est qu'en fait, on a 2 personnalités qui sont complètement différentes. Il m'a toujours fait confiance, je lui ai toujours fait confiance.
On n'a pas le même rôle. Lui, c'est plus quelqu'un d'opérationnel. Je suis plus quelqu'un axé sur la stratégie et l'organisation de l'entreprise. Mais j'ai besoin d'un profil comme ça. Je sais que, par exemple, il part dans l'immobilier, il fait la construction de magasins, ou il part dans l'immobilier. David, c'est quelqu'un qui va peut-être pas me faire le plan le plus stratégique, le plus dingue. Mais par contre, si le plan est posé, je sais qu'il va me le suivre à la lettre. Et ça n'a pas de prix. Se dire que on a trouvé 2 apparts, les crédits, ils sont montés, ou limite, il les fait. Mais derrière, après, il va gérer les travaux de A à Z. Ça va être fait au cordeau et ça sera loué, ça sera parfait. Tu vois? Et en fait, il a cette force de faire les choses très, très bien. Et donc, bah, moi, en fait, j'ai un associé avec qui je m'adosse et qui fait les choses très bien. Et moi, j'ai la présidence du groupe et je suis plus dans l'organisation, dans la stratégie, dans le développement de mon entreprise. Et une fois que tu t'es dit ça, que tu es OK en termes de part sur la structure et que tu es OK aussi en termes de salaire par rapport à ce que tu fais, tu veux travailler plus, tu veux gérer plus de salariés, tu as un salaire qui est différent. Une fois que tu as déterminé les 2 salaires et que les parts, elles sont bien posées avec un bon pacte d'associés et que tu arrives à avoir une communication qui est fluide, bah, en fait, ça se passe bien. Et moi, c'est ce que je dis souvent à David. Au début, il faisait les magasins. Après, il a voulu partir dans l'immobilier, mais il n'était pas sûr. Maintenant, il le fait vraiment à fond. Mais en fait, l'idée, c'est de faire quelque chose qui te rend heureux. Il est heureux quand il fait de l'immobilier. Il est heureux quand il crée des magasins. Moi, je suis heureux quand je crée des marques et que je développe des marques. Une fois qu'en fait, on est heureux dans ce qu'on fait et qu'on a un salaire qui est en cohérence, et bah, tout se passe bien. Et puis, il faut tout se dire aussi. Complètement, ouais. Tu vois, là, nous, on a fait rentrer le fonds d'investissement. On a re-signé un pacte d'associés avec David suite à la sortie de notre ancien associé Jonathan. On s'est posé, on a tout mis carte sur table. T'es heureux, t'es pas heureux? Est-ce qu'il y a des non-dits? Je comprends pas ci, je comprends pas ça. Qu'est-ce que t'attends de moi sur les prochaines années? Parce qu'en fait, nos métiers, ils changent. Et donc, il faut souvent se repositionner pour se dire comment, en fait, on peut toujours continuer à avoir cette même force qu'on a tous les deux et que pas, en fait, si tu veux, on se perde dans le temps à pas se dire des choses, à faire des trucs à droite, à gauche et qu'en fait, si tu veux, tu te perdes. Tu parles d'être heureux également. Autre Ouais, chose qui te rend heureux, c'est que tu as une famille, tu as une femme, tu as une petite fille de 6 ans, tu as bientôt un petit garçon. exact. Tu adores passer du temps avec eux, Ouais. mais tu dis même que les jours fériés, tu rêves d'aller travailler. Mais tu sais que avant, dans les 7 premières années de mon activité, de 2010 à 2007, je voulais tellement gagner en masse salariale qu'on travaillait 7 jours sur 7. On était ouvert 7 jours sur 7, on travaillait 7 jours sur 7. Et j'adorais aller travailler les dimanches. Alors que tous mes potes, ils me disaient, on va jouer à la pétanque et tout. Et j'adorais aller au boulot. Et c'est vrai que là, jour férié de mai, eh ben, mercredi, jeudi, le vendredi, c'était un jour, mais tout le monde avait fait le pont. Samedi, dimanche, bah, je suis allé au boulot le mercredi parce que j'avais plein de trucs à faire. Mais en fait, c'est pas du tout une contrainte. J'adore. Bien évidemment, je sais rentrer, manger avec ma femme et ma fille. J'adore aller me balader avec elle ou partir faire des magasins, des machins comme ça. Mais j'adore aussi aller au boulot. Et donc, ouais, moi, 2 jours de week-end, c'est très bien. Mais je suis très content d'aller au boulot le lundi. Pas parce que je suis mal chez moi, parce que je suis très, très bien chez moi. Mais parce que j'adore aller au boulot. Tu fais la semaine de 4 jours ou pas, toi? Non. Non. Non, c'est ce que je dis, c'est que ils me disent tu devrais faire la semaine de 4 jours. Je dis oui, mais moi je travaille pas que pour Pizza Cosy, j'ai plusieurs entreprises. Donc en fait, mon temps il est réparti sur plusieurs jours. Quel conseil tu donnerais, ou mise en garde même, tu donnerais à un entrepreneur, jeune ou moins jeune, qui rêve finalement de suivre tes traces dans le domaine de la franchise ou dans un domaine en général? Pour une personne qui se lance dans la franchise, j'en reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est de se faire conseiller et hormis des consultants, mais qu'ils n'hésitent pas à m'appeler ou qu'ils appellent en fait des personnes qui font de la franchise. Moi, ça m'arrivait aussi de me dire, tu vois, le mec, il a une enseigne de 10 burgers, je vais lui écrire sur Teams ou je vais lui écrire sur LinkedIn, je vais essayer de discuter avec lui, on va déjeuner ensemble, on va s'appeler une demi-heure. Moi, j'ai plein de mecs qui sont en franchise qui m'appellent. Et je pense que si j'ai un conseil à leur donner, c'est faire des salons, faire des conférences, écouter des mecs qui ont réussi en franchise, essayer de rentrer en contact avec eux, parce que euh, on dit souvent que tu es la moyenne des gens qui t'entourent le plus. Bah, faut t'entourer de gens qui sont bons dans ce domaine, faut écouter les podcasts hyper intéressants, parce que tu apprends plein de choses.
Moi, je suis en voiture, j'écoute des podcasts. Donc, c'est un tas de petites choses qui font que tu ouvres ton esprit. Il ne faut pas rester avec une idée en étant sûr et certain que ton idée c'est la bonne et tu es déterminé à appliquer que ton idée. C'est hyper bien d'avoir ses idées, mais d'écouter tout ce qui se dit autour. Après, tu prends ou tu prends pas. Moi, il y a plein de mecs que j'écoute. Je me dis, tu vois, il y avait un ou deux trucs qui étaient intéressants, mais tout le reste, mais tu arrives un peu à piocher à droite, à gauche, puis après, tu te forges un peu tes idées et tu te forges ton caractère d'entrepreneur, quoi. Par ta réponse, tu me fais prendre conscience d'un élément, c'est que j'ai eu l'opportunité d'échanger avec de nombreuses personnes qui ont réussi dans le domaine de la franchise, que ce soit sur le déclic ou ailleurs. Et à chaque fois, euh, ils disent si vous avez des questions, contactez-moi. L'humain, c'est important. Savoir s'entourer. Les mêmes conseils. C'est vrai? L'humain toujours au centre. Et je pense que c'est peut-être un des secrets de ceux qui, justement, développent une franchise. C'est qu'ils aiment vraiment l'humain et qu'ils veulent vraiment partager, transmettre, faire en sorte de développer, non pas seul, mais avec… C'est sûr, c'est Ouais. sûr. C'est vraiment, en fait, c'est un esprit d'équipe, la franchise. Tu grandis ensemble. Les franchisés ils vont se développer grâce à toi. Toi, tu vas te développer grâce à des franchisés. Si tu n'aimes pas les gens, c'est mort. Mm. Donc, en fait, faut que tu aimes tes franchisés. Faut que tu sois heureux quand ils se développent. Faut que tu les félicites quand ils aient des réussites. Moi, c'est souvent que j'envoie des messages à mes franchisés ou que je les appelle parce qu'ils ont fait une super semaine, une super croissance à périmètre constant. Je les félicite. Chaque fois qu'il y a des inaugurations, j'en ai pas loupé une. Je les ai toutes faites. Dès que je me balade dans la France, j'essaye d'aller les voir. Et en fait, ouais, mais de toute façon, je pense que dans l'entrepreneuriat, que ça soit la franchise ou autre, il faut être attentif à l'être humain. Et il faut avoir vraiment ce… Ouais, moi j'aime trop la cohésion, j'aime trop les gens, donc je pense que c'est très très important et c'est pour ça que si on a qui ont besoin de conseils, je suis toujours dispo, ou du moins j'essaye de me rendre dispo pour discuter avec eux, pour leur expliquer mes aventures, pour prendre un déj avec eux. Enfin moi c'est avec grand plaisir que j'explique mon histoire. Puis tu vois, j'attends même vis-à-vis des grands, des mecs comme Olivier Bertrand, ce serait mon rêve de pouvoir lui parler, de me dire que je vais passer un déj avec lui. Merci Florent Merci à toi. pour tous les éléments que tu as pu nous partager. Hyper intéressant. J'ai adoré la valeur que tu as pu délivrer ici, les clés également. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Mais avant ça, j'invite celles et ceux qui nous ont écoutés, si vous avez apprécié cet épisode au moins autant que je n'en ai eu à l'animer, eh bien, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, partagez cette vidéo, également interagissez sur le post LinkedIn que l'on va publier pour mettre en évidence et en avant l'histoire de Pizza Cosy, ton histoire, celle de ton associé et tout ce qui va suivre également. Ma question pour toi, c'est est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence, qui a littéralement créé, je dirais, une transformation identitaire chez toi, un déclic que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, dans cette vidéo, que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview. Ça peut être une simple phrase, ça peut être une anecdote, une situation, une frustration, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif, peu importe, tu as carte blanche pour le mot de la fin. J'ai envie de dire que si j'en suis là, si j'ai cette rage et cette détermination, c'est parce que j'ai perdu mon père étant jeune et je suis convaincu qu'il serait fier de voir en fait ce que j'ai fait. Et je suis toujours accroché à ça en me disant, tu sais, ma mère elle me disait quand j'étais petit, ton père c'était un super commerçant et il voulait acheter des apparts, il voulait faire ceci. Et puis tu sais, il était hyper bon. Et en fait, je pense que vraiment ce déclic, c'est j'ai perdu mon père jeune, mais ça m'a fait complètement changer. Ça m'a rendu, je pense, plus fort et avec une peur de rien, de me dire j'ai un objectif, je vais y arriver et pour lui, je le ferai. Et tout ce qui peut arriver de compliqué autour, en soi, en fait, il y en a plein qui se plaignent de plein de choses. Pour moi, je trouve que c'est pas si compliqué quand on a vécu des choses comme ça. Et donc, moi, je pense que le vrai déclic, et si j'en suis là lors d'aujourd'hui, c'est pour ça. Merci Florent. Voilà. Merci à toi.